Elle est suffisamment fraîche pour se mettre une mine. Voilà. Allez, parle dans ton micro, Clémence. 1, 2, 1, 2, test. Je vais la regarder. Océane. Tarte au citron. Tarte au citron. Veille. Hans Zimmer. Zimmer. Vous vous rappelez Quand vous étiez enfant, votre émission de télé préférée. Vous vous amusez encore aux jeux vidéo, je parie. J'ai passé l'âge de ces conneries. Je te propose un voyage dans le temps. C'était là dans le temps, c'était un tube. Cela me rappelle un tas de souvenirs. Je suis trop vieux pour ces conneries, moi aussi. Tous ces moments se perdront. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. D'accord, faisons comme ça. La seule conclusion que je peux en tirer est que Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Tu penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Ouais. On n'est pas trop vieux pour ces conneries, ni trop proche de l'actualité. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce début d'été. Est-ce que ce sera toujours le début quand je mettrai cet épisode en ligne? Ça, c'est une autre histoire. On se retrouve aujourd'hui pour un numéro un peu particulier, puisque pour la première fois, moi et les personnes qui m'accompagnent aujourd'hui, on ne va pas échanger sur une œuvre qui a marqué nos jeunes années, mais sur quelque chose de très récent et dont on parle pas mal en ce moment, à savoir la comédie musicale Hamilton. La raison à ça, elle est simple, c'est que ça fait 4 ans que je meurs d'envie de parler de cette œuvre d'art, de faire un petit quelque chose autour d'elle. J'ai même envisagé de lancer un nouveau projet, un nouveau podcast rien que pour ça, mais j'en ai eu marre de tourner en rond. Et l'arrivée de la captation sur Disney+, m'a décidé à me lancer. Donc de manière extrêmement ponctuelle, vous pouvez vous attendre à ce genre de hors-série sur un sujet d'actualité. Et quand ça arrivera, c'est parce qu'on brûle d'envie de le faire, mais aussi avec un peu de chance pour vous faire découvrir quelque chose. Et j'aime à penser qu'on aurait pu enregistrer cette émission dans 20 ans, à supposer que l'émission perdure. Sauf qu'on va le faire là tout de suite, et on va essayer de faire découvrir ce petit phénomène à ceux et celles qui ne le connaissent pas. Et on espère que vous apprécierez. Ceci étant dit, je vais demander aux personnes que j'ai avec moi de se présenter et de le faire en chantant. Non. Non, on est 4 ce soir, dont 2 qui ne sont jamais passés à cette antenne, et je vais d'abord accueillir Clémence. Yo, moi c'est Clément. Non, je sais pas rapper en fait, je vais vous épargner ça. Je savais que tu allais au moins te lancer de cette manière. Je rappelle que tu es déjà venu pour plusieurs numéros, Le Seigneur des Anneaux, Lois et Clark, les Talons Noirs, qui restera légendaire. On a aussi enregistré un hommage collatéral sur Neil Gaiman. Représente-toi de la manière dont tu le souhaites. Moi, donc c'est Clément, je suis fan multibande et dessinatrice, illustratrice à l'occasion, fan artiste de temps en temps, et puis voilà. On a aussi fait un numéro d'hommage collatéral beaucoup plus récent avec Océane. Salut. Salut César, ravi d'être de retour. Du coup, donc moi j'ai le podcast Lemon Adaptation Club qui parle d'adaptation en tout genre, j'ai envie de dire. Ah oui, non mais je connais un peu la formule. Ouais, même pas besoin de te lancer, c'est très bien. Et j'ai découvert Hamilton il y a à peu près 4 ans et j'étais très contente que tu proposes ce sujet parce que c'est vrai que moi aussi c'était un sujet dont j'avais envie de parler et en fait je me disais est-ce que j'attends qu'il y ait une adaptation au cinéma et en fait non, en fait ça va. La Disney Plus a fait le taf, donc je suis très contente d'en parler aujourd'hui ici. On n'a pas précisé que c'était un numéro sur les sœurs Wachowski qu'on avait enregistré ensemble, donc on vous laisse écouter ça. Et pour conclure, nous intégrons le petit dernier de cette grande famille, l'ami Sylvestre. Et bonsoir. Comment ça va? Bonjour, je ne sais pas, ça va très bien. Donc moi je m'appelle Sylvestre. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Merci. Voilà, et dans la vie je suis journaliste et je travaille pour Première principalement. Principalement? Voilà. C'est quoi les autres? Tu peux le Des dire? fois le journal de Mickey. Oh, je l'ignorais. Mais non. Non, vraiment. Voilà, merci de ta fidélité et renouvelle ton abonnement. Donc il est là le lien avec Miranda et Disney+, d'accord. Voilà. Merci pour cette news. Et on t'a entendu aussi de temps en temps sur les ondes de Clone Web. Oui, à l'occasion. C'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. En guest, exactement, voilà. C'est légendaire numéro de fin d'année, il y a 2, je sais plus. On vous laissera écouter ça. Tu parlais d'Edmond Michalik, je crois. Voilà. D'Edmond de Michalik, oui, c'est ça, ouais. Voilà. Tu avais un t-shirt violet, je me rappelle. Et toi, des souliers blancs. Ah, tu t'en rappelles.
Hamilton, donc. C'est quoi, c'est qui Je me tourne vers Océane ou Sylvestre, qui, en tant que nouveau venus, vont devoir introduire le sujet de la manière qu'ils le souhaiteront, qui s'y colle. Échange de regards. Je veux bien. Eh ben, Donc vas-y. c'est une comédie musicale créée par Lin-Manuel Miranda, donc qui avait déjà composé un autre grand musical à Broadway qui s'appelait In the Heights et dont l'adaptation devait sortir cet été et finalement à cause du coronavirus ça a été repoussé à l'an prochain malheureusement. Et donc du coup après In the Heights, Lin-Manuel Miranda a lu tout simplement une biographie d'Alexander Hamilton et s'est dit bah tiens c'est marrant, il y a pas grand monde qui a fait d'œuvres autour de lui alors que c'est quand même un des pères fondateurs de l'Amérique et du coup il s'est dit ah bah tiens si j'allais en faire un musical et on se retrouve donc 5-6 ans plus tard à parler de cette œuvre après avoir reçu de multiples prix et donc je pense qu'on reparlera. On va évoquer tout ça. Tu veux rajouter un truc, Sylvestre? Je ne sais pas si on va parler de la genèse aussi. On peut. Je pense que c'est même. Je pense qu'on même dans le doigt là exceptionnellement, comme c'est un sujet un peu hors norme pour nous. Donc n'hésite pas. Donc si j'ai bien compris en tout cas l'histoire, de toute façon la vidéo est visible sur YouTube. C'est lors d'une soirée à la Maison Blanche que Lin-Manuel Miranda a présenté en avant-première devant Barack Obama Hamilton, qui à l'époque était un concept album de rap. C'est ça. Ça s'appelait The Hamilton Mixtapes. Voilà. Et donc il s'est retrouvé à faire en live. Il a dit tout seul devant Barack Obama à dire je vais vous faire une chanson sur Alexander Hamilton. Tout le monde rigole et tout ça. Puis donc 5 minutes plus tard, c'était plié et ça. Il a un peu tué tout le monde. Plus personne ne rigolait. Voilà, plus personne ne rigolait. Voilà. C'était. La vidéo est évidemment accessible et il était tout jeune, il avait aucune cerne à ce moment-là. Il n'était pas encore papa, je crois. Non. Et il était donc pas encore le monsieur musique de Hollywood, puisqu'entre-temps, il a fait pas mal de trucs avec Vaiana, Disney. Voilà. Barry Poppins, carrière, et il fait quelques chansons, je crois, pour le nouveau La Petite Sirène. Et puis il fait des caméos aussi juste en tant qu'acteur, on l'a vu à La Croisée des Mondes notamment. Là c'est plus un caméo, il a un vrai rôle. Oui, il a un vrai rôle pour le coup même. Oui, donc il a fait la petite musique de la cantina de l'épisode 7, mais sinon il fait des petites apparitions. Dans Brooklyn Nine-Nine, on l'a vu. Oui, oui c'est vrai, il jouait le frère de Amy Santiago. Ouais. Et mais sinon les séries qui ne font ne serait-ce qu'une petite référence à Hamilton, pareil, sont de plus en plus légion. On en a une. Dans Kimmy Schmidt, notamment. Ouais. What We Do in the Shadows. On en a eu un pas plus tard que la semaine dernière, tu vois. Brooklyn Nine-Nine aussi, avant qu'il apparaisse. Donc, cette petite œuvre, cette petite, avec beaucoup de guillemets, comédie musicale, a vraiment. C'est devenu un rôle compresseur culturel, finalement, Hamilton. C'est tout à fait ça. Et en plus, c'est une œuvre, on peut le dire, clairement politique, parce qu'il y a une grosse particularité dans cette pièce de théâtre, dans cette comédie musicale, qui veut en parler. Mais c'est tout simplement que, on va dire, 90% du casting est composé de personnes racisées. Donc on a des personnes latino, on a des personnes noires. Je pense qu'on a quelques personnes asiatiques aussi. Notamment l'actrice qui joue Eliza Filipasso, voilà. Elle est métisse, ça se voit très peu, mais effectivement, son père est d'origine chinoise. J'ai checké ça hier. Me posant la question. Voilà. Et du coup, c'est une approche intéressante parce que lui-même venant de Puerto Rico, donc contrairement à ce qu'il pourrait croire, il n'y a pas tant vécu que ça en fait, mais c'est surtout une attache culturelle qu'il a envers cette île. Et émotionnelle du coup. Émotionnelle, ouais. Et du coup, c'est pour ça que c'est un choix d'autant plus intéressant qu'il continue ce travail déjà avec In the Heights de montrer la communauté de Puerto Rico sous un jour un peu plus sympathique que par exemple West Side Story qui est un produit d'une autre époque, très clairement. Mais oui, celui de l'année prochaine, voilà. c'est ça dont tu parles. Voilà, on va dire ça comme ça. mais en soi, voilà, c'était clairement une volonté extrêmement politique de faire interpréter des rôles très blancs, parce qu'il n'y a pas plus blanc que les pères fondateurs du Mont Rushmore, on peut le dire, et de faire jouer ça effectivement à des acteurs à qui on ne penserait pas forcément dans ce type de rôle, et c'est d'ailleurs ça toute la force d'Hamilton à mon goût. Et tous ces gens-là font du rap, donc à Broadway. Oui, c'est à préciser aussi, c'est que c'est pas un score musical comme du Broadway classique où ça chante. C'est pas du Andrew Lloyd Webber, c'est vraiment rappé et vraiment tous les rythmes, tous les flows. Et c'est vachement brillant musicalement parlant.
Et pour autant, c'est pas que du West Coast. Hein, il y a un large panel de musical. Hein, ça va jusqu'au R&B en passant par rhythm and blues, un peu de Britpop à l'ancienne. Alors, je crois qu'on pensait à la même personne, toi et moi, César. Oui, salut Benji. Salut Benji. Bravo pour tes reprises de Milton, elles sont très cool. C'est très mystérieux ça. Je te montrerai après. C'était mignon. Allez voir le compte de Benji du 91 qui a fait une reprise de You'll Be Back. À sa manière. C'est très intéressant parce qu'effectivement il crée des ponts entre la Britpop et Hamilton et j'ai trouvé que c'était très intéressant comme réflexion. C'était choupi en plus. Et ben on va entrer tout de suite dans le vif du sujet et on va vous demander à chacun comment vous avez découvert Hamilton. Océane. Moi c'était en 2016 parce que j'en entendais parler parce que l'écosystème Twitter a vraiment commencé à amplifier ça en disant c'est le phénomène actuel à Broadway. Et ensuite, je suis allée écouter les chansons et j'ai trouvé ça vachement sympa. Et je crois que c'était en plus l'année où ils ont eu vraiment tous les Tony Awards, si je dis pas de bêtises. Soit 2016, soit 2017. 2016, ouais. 2016, où ils ont vraiment ils ont fait une razzia aux Tony Awards assez incroyable. Et je connaissais que les chansons. Parce que du coup, il n'y avait pas de version vidéo à l'époque qui existait. Et du coup, c'était avec mon ancienne colocataire qu'un soir, avec d'autres personnes de l'époque avec lesquelles j'étais amie, on s'est maté l'un des bootlegs où on ne voyait que les jambes de tous les acteurs. Mais ça donnait déjà une petite idée de la mise en scène. Et c'était une bonne expérience, c'était rigolo de voir cette version un peu pirate circuler et qui a été la référence de beaucoup de personnes jusqu'à ce que Disney Plus se décide à mettre en ligne la version qu'ils ont mise en ligne. Sylvestre. Alors moi je n'ai aucun souvenir de la première fois où j'ai entendu parler d'Hamilton et je trouve que Sam le disait bien, c'est plus une question d'écosystème, une vanne par-ci, une vanne par-là, une référence. Voilà, je me rappelle vaguement avoir googlisé un moment Hamilton, vu c'était un truc à succès américain, je me suis dit je verrai jamais ça de ma vie, c'est pas grave, tiens je vais écouter un peu, aucun souvenir de mon écoute en disant sur scène ça doit être mieux et voilà je suis passé à autre chose. Et jusqu'à ce que, avec ma compagne passionnée de comédie musicale, on se dise tiens, on va aller à Londres voir ça. Et donc, on l'a vu à Londres. Et voilà, puis depuis, on y pense un peu tout le temps, tous les jours. On écoute, mais on n'a pas écouté les chansons avant, on l'a écouté après. Voilà, ça aussi, c'était une décision consciente. C'était difficile de tenir, mais bon, voilà, on l'a vu sur scène et donc l'énergie les chansons. Vous l'avez découvert sur scène. On l'a découvert sur scène. On était fou, vraiment complètement vierge de la musique et on savait le sujet, on connaissait le sujet, mais c'est tout quoi. Comme Lin-Manuel Miranda, en plus on savait pas qui c'était quoi. On savait à peu près vu que. Mais c'est tout. Et voilà donc ça fait partie des œuvres qu'on aimerait bien effacer de sa mémoire juste pour le plaisir d'aller les revoir et de les redécouvrir. Et voilà, et puis c'est vraiment dans toutes les comédies musicales que j'ai vues, c'est aisément dans le top 3, je dirais. C'est très très facile de dire ça, mais c'est incroyable. Je vous interrogerai sur les autres comédies musicales que vous aimez. Faut commencer à faire son top, d'accord. Non. Vas-y, prenez note, c'est pas grave. Clémence. Moi, c'est un peu pareil. Je pense que c'était en 2016. C'était un peu dans l'air du temps sur Twitter, sur Tumblr. Début 2016, je pense. Début 2016, ouais. Voire fin 2015, parce que c'est toi qui m'en as parlé en premier. Mais je crois que c'est sorti en 2016, ou alors c'est sorti fin 2015 et ça a débuté en 2014. 2014. Après des premières, ça a commencé en 2013, mais ils ont fait quelques salles. En 2014, le casting qu'on connaît donc a explosé et à partir de là, ils ont changé de salle en salle jusqu'à intégrer Broadway. Et c'est vraiment en 2015 que ça a explosé. Et en 2016, il y a les Tonys. Donc là, ça a vraiment le grand public qui connaît Hamilton à partir de ce moment-là, quoi. D'accord, ouais. Donc je pense que ça devait être fin 2015, début 2016, effectivement. Pareil, j'ai commencé à en entendre parler, à voir des petits extraits, des gifs, des trucs comme ça. Du coup, j'ai été chercher, écouter la musique. Je pense qu'à l'époque, il ne devait pas y avoir grand-chose de disponible sur YouTube. Je pense qu'il y avait les vidéos de la Maison Blanche, parce que non seulement donc il y a eu l'avant-première à la Maison Blanche au début de la présidence Obama,
Mais à la fin de la présidence Obama également, il y a eu une performance où ils ont joué 4 chansons, je crois. Un peu plus, en fait. Obama disait qu'il n'arrivait pas à prendre des tickets, donc il a fait venir la troupe à la Maison Blanche. C'est ça. Et donc cette prestation a été filmée, en fait, finalement, a été mise sur YouTube. Et donc pendant un grand moment, c'était la meilleure version des chansons qui existaient en ligne. Donc je les ai dû les écouter 1 milliard de fois, je pense. C'était combien de chansons ? Il y en avait 4 ou 5. Ouais. Et du coup, voilà. Et puis, donc, j'en ai parlé à César. Je suis là, hein, tu peux me parler. qui est ici présent et qui racontera son point de vue. Et puis après, bon, voilà, j'ai un peu laissé tomber. Et puis après, il est tombé dedans. Et du coup, on s'est monté en épingle mutuellement dessus. Et puis, on a fini par le voir également sur scène quand c'est arrivé à Londres en 2018, du coup. Février 2018. Ouais. En fait, c'est arrivé en 2017. Alors, non, en février 2017, il y a eu les places qui ont été mises en ligne et on a attendu plusieurs heures avant de décrocher des places pour février l'année suivante. C'est ça. Je crois que ça a commencé en novembre. Ouais. Et du coup, mais déjà, toutes les places du début étaient parties et on a eu les places de février. Même à Londres, c'était la blague récurrente. C'est aussi difficile que d'avoir des billets pour Hamilton. Avant, c'était Book of Mormon et maintenant, c'est Hamilton. Puis je me souviens aussi d'amis à moi qui voulaient aller le voir en disant « Ah tiens, c'est marrant, les places sont pas trop chères. En fait, c'est normal que tu étais devant un poteau dans le théâtre, donc oui, c'est normal que ce soit pas super cher. » Les places du fond où t'es debout. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est toi qui m'as fait découvrir ce truc-là. Tu m'en as parlé d'abord, parce qu'on parle souvent de comédie musicale. Tu m'as dit apparemment tu m'as décrit le concept et j'avais dit oui c'est cool et en fait j'avais pas exploré plus que ça jusqu'à ce que une nuit où je travaille sur un gros projet, j'avais YouTube qui tournait et soit j'écoutais du rap mais plus vraisemblablement des comédies musicales et forcément le truchement des vidéos m'a amené jusqu'à ce truc là et c'était la vidéo de la Maison Blanche, donc celle où il y a tout le casting. Laquelle, du coup, quelle chanson tu te souviens? Ça devait être Alexander Hamilton, la première. Ouais. Et donc, j'écoute, je suis sur Word, j'écris des trucs, et quand j'entends ce truc-là, et je me dis, tiens, c'est sympa ce truc-là, et en fait, je fais pas tout de suite le lien avec ce que tu m'avais décrit, en fait. C'est en écoutant un peu plus précisément les paroles, je fais, ah, mais attends, c'est peut-être ce... Non, en fait, ça me revient, je crois que c'est le lendemain où je t'en ai reparlé, où j'ai peut-être fait le lien. Et en fait, j'ai rincé les 5 autres vidéos et quelques autres vidéos YouTube, et donc j'ai arrêté de bosser à ce moment-là. Et j'étais 3h du mat. Ouais, facilement. Et je crois que j'avais juste trouvé ça extraordinaire, en fait, parce que ça faisait un bon moment que c'est très ponctuel que j'écoute du rap, surtout pour bosser, parce que c'est pas la meilleure des musiques pour. Mais c'est pour ça que de l'orchestral à fond, les ballons, avec des thèmes de comédie musicale, c'est peut-être plus facile pour bosser, et donc je tombe là-dessus et je trouve ça vraiment extraordinaire. Et donc on se renseigne, on apprend qui sont ces gens, quelles sont leurs intentions, on télécharge les MP3. Oui, Deezer n'était pas encore, ni Spotify n'était pas à fond à ce moment-là, et c'est de plus en plus brillant, et je me suis fait la réflexion que j'avais suffisamment écouté pour connaître les paroles, ce qui m'était pas arrivé depuis très longtemps, parce que on a tellement de trucs à écouter, qu'on écoute beaucoup de choses, et qu'on n'est pas, que moi en tous les cas je saisissais pas forcément les paroles en anglais facilement, et là c'est venu super rapidement, ce qui était preuve d'un nombre de réécoutes conséquentes. Oui, ici il y avait des versions aussi sous-titrées en ligne qui ont été enlevées depuis, mais que j'ai pas mal rincé aussi en leur temps. Mais ça t'a pas gêné d'écouter, et d'ailleurs je parle à la cantonade, mais d'écouter ça sans le voir sur scène, juste d'écouter la musique, ça vous a tout de suite plu, ça vous... Oui. Musicalement c'est entraînant, c'est fort musicalement, donc oui. Donc ça marche tout seul en fait. Parce que le côté hip-hop n'était... dans mes premiers tâtonnements avec l'œuvre, le côté hip-hop, je le voyais... Attention, il s'est cogné le pauvre. Je l'ai vu, mais uniquement par le flow des artistes, en fait. Musicalement, c'est pas... évidemment, il y a du scratch, il y a du gimmick de la scène hip-hop, mais c'est quand même de l'orchestral de Broadway, et c'est extrêmement bien composé. Et donc, c'était un peu le meilleur des deux mondes pour moi. Et donc,
Évidemment, j'avais vu des vidéos avec des morceaux d'extraits de la scène en costume, et donc tu dis, ok, il ressemble à ça, lui. Ah, ok, Lafayette, c'est lui. Ah, ok, Lafayette, c'est lui. Oui, ouais. et donc, ouais, c'était un très grand moment par rapport à une découverte on en reparle encore 4 ans plus tard, quoi. Question très vaste, qu'est-ce qui vous a plu? Océane. Moi, c'est les morceaux. J'aime beaucoup aussi. Alors ça, c'est vraiment quand j'ai vu le bootleg, j'avais beaucoup déjà aimé la mise en scène. J'avais trouvé ça vraiment. C'est à la fois très modeste et en même temps, ils arrivent vraiment à tirer parti du décor d'une manière que je trouve assez intelligente, à la fois très humble dans son dispositif, mais c'est pas des escaliers juste pour faire genre, c'est pas des barrières en hauteur juste pour faire genre. Il y a vraiment une utilité. J'adore aussi le casting que je trouve vraiment excellent. Et j'aime beaucoup aussi tout cet aspect très fatal. En fait, beaucoup de gens disaient que oui, voilà, Hamilton c'était un peu une Amérique idéalisée par Lin-Manuel Miranda où chacun aurait sa chance et tout ça. Mais je trouve que la pièce finalement est très désenchantée par rapport à tout ça. Et les deux ouais. affirmations sont vraies, hein, je pense. Oui, c'est ça. idéalisé, mais effectivement, c'est. Disons que le premier acte c'est l'idéalisation et le deuxième acte c'est ouais, ok, comment t'arrives à derrière les idéaux, comment est-ce que l'humain prend le pas, et comment tu te rends compte que la plupart du temps c'est à cause de l'humain que pas mal de choses foirent. Et j'ai trouvé ça très très intéressant. Je m'attendais pas à ce que c'est ça aussi, à être aussi touché à la fin. Et à ce que ce soit aussi lugubre, même si le numéro d'ouverture t'explique littéralement tout ce qui va se passer dans le musical, et ça je trouve ça assez intéressant après d'analyser chaque morceau, à quel point il fait référence à ce qui va suivre ensuite. Je pense que c'est un travail d'orfèvre si on veut étudier tous les textes de toutes les chansons, les similitudes, comment il l'annonce à travers une seule petite phrase ou quoi. Les imbrications musicales. Les imbrications, c'est un travail assez titanesque. C'est le truc qui me fait péter les plombs, moi, dans cette œuvre-là. Et c'est vraiment une œuvre à laquelle on pense parce qu'elle parle de choses très, très universelles, mais en appliquant ça au point de vue d'un simple homme, au final. Et, par exemple, on a beaucoup récemment reparlé de la vision de l'esclavage dans Hamilton. Et c'est un sujet intéressant, et même Lin-Manuel Miranda a admis lui-même que ce qu'il avait fait était très light et que ça prenait pas forcément en compte la véracité historique. Mais je pense que le meilleur moyen d'apprécier Hamilton, c'est de quand même réaliser que même si on part de faits réels, ça reste beaucoup de fiction. C'est un peu genre une fanfiction historique portée sur scène. Et je dis fanfiction, je dis ça avec le plus grand respect, hein, parce que on dit souvent fanfiction en mode super moqueur. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est un très bon terme. Et je trouve que ce que fait Miranda, c'est effectivement de la fanfiction de prestige sur scène avec un super casting. D'autant que pour une fanfic, il y a assez peu d'éléments narratifs qui sont romancés. En fait, c'est très romancé, mais il n'y a pas de trucs qui vont à l'encontre de l'histoire telle qu'elle a été. Il y a des approximations, il y a des raccourcis, mais il y a quand même plein. Enfin, c'est une adaptation de l'histoire, en fait, comme on adapterait un livre ou quoi que ce soit. Il prend la trame historique. Et en fait, je pense qu'il a presque une discussion méta avec l'histoire de l'Amérique, en y injectant des choses de l'actualité moderne, finalement, des réflexions sur la race, sur l'immigration, tout à fait, mais même sur l'histoire, justement, parce que c'est le thème central, c'est History as its eyes on you. Oui, et puis qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu en tires comme histoire au final? Who dies, who lives, who dies, who tells your story. Exactement, et je pense que c'est ça le vrai thème, en fait, et parce qu'en s'appropriant cette histoire et en la redisant à sa manière, finalement, il dit des choses sur l'histoire elle-même, mais il dit des choses sur lui, sur sa vie, sur ce qui vit de l'Amérique, en fait. Mais c'est ça. Pour autant, enfin, il fait pas prendre une direction totalement autre au personnage. En fait, non, oui. Évidemment, il n'entre pas dans les détails, mais pour aller dans ton sens, il y a la chanson Burn où t'as donc Elisa qui raconte, en fait, moi, je vais me mettre à part de cette histoire. Là, tous bien.
je vais essayer de s'enfuir. Vous m'avez tous bien cassé les couilles, donc surtout toi, surtout son mari. Donc là, puisque c'est comme ça, je prends acte et je me mets en dehors de l'histoire. Et je pense que c'est ça en fait. Il raconte il survole l'histoire et il n'y a que les grandes lignes, et elles sont romancées. Néanmoins, il raconte pas de crack apparemment. Il y a des historiens qui sont penchés sur le truc pour dire à des étudiants vous voulez vous amuser avec l'histoire, bon bah regardez déjà Milton quoi. Qu'est-ce qui t'a plu dans la... Alors moi, ce serait difficile de rajouter quelque chose après ce que vous avez dit très justement sur la qualité, sur l'intérêt du truc, mais moi ce qui m'a vraiment fasciné sur Hamilton en le réécoutant et tout, c'est que c'est pas ça pourrait de loin être une espèce de vanity project de Lin-Manuel Miranda, une espèce de créateur. D'ailleurs, comme la pièce s'appelle Hamilton et que c'est Lin-Manuel Miranda et que les deux se confondent un peu, mais moi en la voyant, c'est que c'est une pièce très collective et qui raconte vraiment l'Amérique comme une expérience collective. Et donc il y a Aaron Burr, l'autre personnage qui est aussi important que Hamilton. T'as tous les personnages qui sont extrêmement bien équilibrés et il y a vraiment le sens de troupe. C'est vraiment pas juste un acteur, un héros. C'est héroïque, mais c'est pas de l'héroïsme un peu réac. C'est pas genre, c'est pas un truc de, c'est pas des super héros. Et en le revoyant, ouais, en réécoutant les musiques, tous les personnages. Il y a Thomas Jefferson qui est un personnage dingue. Même l'apparition du roi George, c'est incroyable. Voilà. Et ça, voilà, c'est un peu ce qui m'a marqué. Après, pour tout ce que vous avez dit avant, je suis entièrement d'accord. Et c'était très joliment dit ce que tu disais, Clémence, sur le côté méta, notamment. Sur le fait que dès le départ, l'existence de la pièce elle-même dit, voilà, je me suis approprié l'histoire. Et voilà ce que j'en fais. Ce qui est après tout la recette de toute histoire et de toute fiction historique aussi, c'est de se dire quelle histoire tu racontes, comment tu t'empares des éléments. Et c'est jamais innocent, en fait, comment tu le fais. Et donc, c'est pour ça que... Voilà, Hamilton, c'est vraiment une œuvre très pensée de ce point de vue-là. Juste peut-être pour préciser et donner du contexte à ce que tu disais pour les gens qui connaissent pas du tout Hamilton. Donc en fait, Lin-Manuel Miranda, qui est donc le créateur et l'auteur, joue également dans tout le premier run à Broadway. Il joue le rôle principal d'Alexander Hamilton. Donc c'est lui qui porte aussi le projet musicalement et en tant que personnage principal finalement. Donc effectivement, on pourrait y voir là un côté un peu mégalo, oui, on peut le dire. En même temps, dans ce cas-là, ce serait de la mégalomanie pas trop imméritée parce qu'effectivement, il le porte bien, quoi. Bah c'est lui la tête d'affiche il incarne le projet et le personnage principal et le projet dans son ensemble, hein. C'est difficile de les mettre, les séparer, voilà, tout à fait. exactement. Moi je l'ai dit, c'est la superposition et des thèmes et des lyrics qui sont réutilisés, donc vraiment ça me rend dingue. Et les capacités vocales de certains comédiens, hein. Donc il y a David Diggs qui en termes de diction est dingue. On va se pencher sur les... C'était l'homme à l'addiction le plus rapide du monde ou un truc comme ça. J'avais vu un truc comme ça, ouais, maintenant que tu le dis. Et aussi le fun qui se dégage de l'ensemble. Et ça, je l'ai capté seulement. Moi aussi, j'ai chopé un bootleg sur YouTube. Un soir, je me dis, tiens, je vais me faire des vidéos. Il y a quelqu'un qui a mis en ligne deux vidéos, une par acte. Alors, très mal filmé. Et dès qu'il y avait, comme je disais tout à l'heure en off, dès qu'il y avait un peu trop de lumière sur la scène et que tous les acteurs regardaient justement l'audience, t'avais le mec qui filmait, qui filmait le sol d'un coup, qu'il avait pas envie de se faire spotter. Mais du coup, on avait pu voir ça. Et alors, j'ai picoré la vidéo, j'ai regardé évidemment la meilleure chanson, les moments qui m'intéressaient, et c'est que comme ça que j'ai vu qu'en fait qu'il y avait un aspect humoristique indéniable en fait, quand t'as le quatuor, donc Hamilton, Lawrence, Lafayette et Mulligan qui se chambrent en fait. Et quand t'as Hamilton qui dit à Burr, non mais moi je peux le but c'est pas de savoir si je peux épouser une des sœurs Skyler, c'est laquelle en fait. Et en fait tout ça c'est dans leur mimique, c'est dans leur jeu corporel, et ça évidemment quand on écoute que l'album, on fait pas attention à ça. Et pour aller plus loin, c'est pas seulement l'humour, mais c'est toutes les émotions que les comédiens essaient de transmettre quand ils sont en colère, quand ils sont tristes. C'est souvent surjoué parce que c'est théâtral, mais c'est souvent paradoxalement très juste. On en a parlé, mais il y a tous ces trucs-là m'ont rendu dingue, quoi.
Est-ce que vous étiez donc client de comédie musicale avant? Et si oui, lesquelles? Quelles sont celles que vous avez aimées? Clem? Bah moi pour le coup j'étais pas du tout cliente de rap pour le coup, vraiment pas, quasiment aucun historique d'écoute. Ce sera ma question suivante. Désolé. Et par contre comédie musicale oui, plutôt les classiques. Je pense que j'ai commencé par Le Fantôme de l'Opéra peut-être. J'ai habité à Londres un moment, donc à ce moment-là je m'en suis fait tout un gros tas. J'ai vu Love Never Die au moment où il est sorti, justement la suite du Fantôme de l'Opéra. Il y a une suite au Fantôme de l'Opéra. Oui, du même auteur, mais qui sur scène. Ouais. Ça fait... oui, qui... Mais ça n'a fait qu'une saison. Hein. Oui, qui n'a pas, qui n'est pas resté dans la postérité. Il y a une ou deux chansons sympas. Il y a des chansons sympas, mais au niveau scénaristiquement parlant, c'est très douteux, disons. Si tu veux, je te raconterai. On a un DVD. Je la note. Ouais. On l'a en DVD, effectivement, si t'es vraiment curieux. Je note, je regarderai. Les Misérables. Quoique je crois que j'ai jamais vu la comédie musicale en anglais sur scène. J'ai vu des versions françaises, j'ai vu le concert des 25 ans, etc. Mais j'ai... Non, c'est pas celui d'il y a 2 ans, c'était pas le concert des 25 ans. Oui, mais je l'ai vu en vidéo, le concert des 25 ans. Oui, effectivement. Je l'ai offert à mon frère, et comme ça j'ai pu le regarder. Le cadeau totalement intéressé. Jérôme, si tu nous écoutes. On a vu Wicked. Wicked, oui, pas mal. Chicago, enfin plein de classiques après, mais voilà. Océane? C'est pas un genre, c'est pas mon genre de prédilection. Après, si la comédie musicale est bonne, que j'aime bien les chansons... Ça fait 3 numéros de ton podcast là-dessus, mais c'est pas ton... Mais justement, ça m'a permis d'en discuter avec des vrais fans de musical, justement. C'est ça qui m'intéressait aussi, c'était de me frotter à des genres que je connaissais pas vraiment. Après, Tom Hooper, c'est un genre cinématographique en particulier, hein, clairement. Mais après, non, j'ai vu pas mal de classiques qu'effectivement j'ai appréciés, mais qui m'ont pas autant accroché la rétine. Y a, par exemple, si j'ai un top 10 personnel de mes films ou quoi, ou même de mes albums, tout simplement, il n'y a pas de comédie musicale dedans. D'accord. Mais c'est pas pour autant que j'aime pas. Sylvestre. Ah bah oui, bien. Enfin, oui, ton top 3, là, tu voulais le top 3, oui, griffonner tout à l'heure. Je suis dessus, je travaille, je le donnerai à la fin. Après, quand tu dis comédie musicale, c'est vraiment sur scène? Ouais, ou plutôt du Broadway que... Enfin, si tu me sors Robin des Bois, je vais faire la tronche, quoi. Enfin... Ah oui, les 10 commandements, Notre-Dame de Paris. Ça va, oui, voilà, mais c'est et Les Misérables qui sont les 3 seules exceptions Vous françaises. oubliez Adam et Ève, Un Nouvel Espoir, avec un livret de Pascal Obispo. Eh bah écoute, figure-toi... Et Mozart, l'opéra rock. Non, Roi Soleil. À côté de ça, Adam et Ève, c'est de la science-fiction, il y a une cité, c'est un peu le même pitch que Divergente. Bref. Non mais je connais cette comédie musicale là depuis hier parce que Ruthi a fait un thread dessus. Oui, j'ai vu le thread. Et j'ai très envie de voir ça, mais pour des raisons totalement différentes d'Hamilton. Voilà, mais au travail régulièrement, plutôt moi, je diffuse des extraits de Cindy, Cendrillon 2000 avec l'âme, et vraiment c'est hyper agressif. Bref, donc c'est du passif agressif envers tes collègues. Non, de l'agressif tout court. Non, mais bon, voilà. Mais après, moi, les comédies musicales sur scène, c'est vraiment très, très, très récent, vu que c'est une question évidemment de budget, mais aussi d'accessibilité, vu que je dis pas qu'il y en a pas à Paris, mais il y en a beaucoup moins qu'à Londres. Et quand il y en a à Paris, elles sont en français parfois. Voilà. J'avais vu le bal des vampires en français, c'était pas bien du tout, c'était ultra kitsch. Je recommande pas l'expérience. Moi, j'avais vu Chicago en français récemment, je crois que c'était il y a 2 ans ou quoi que ce soit, et c'était très bien, vraiment. La version française, j'avais déjà vu le film, et la version française était très très bien, donc vraiment, j'avais rien à dire. Voilà, c'était. Non, c'est tout. Après, j'ai vu La Mélodie du Bonheur sur scène. Voilà, c'est tout. Non, bon, après, oui, c'est malheureusement plus compliqué, mais bon, ça vaut le coup en tout cas de se taper. De casser un peu son PEL pour aller à Londres pour voir des trucs qu'on n'a pas et qu'on n'aura sans doute jamais comme Wicked ou Book of Mormon ou tout ça, parce que ça c'est ou vraiment... Hamilton ou Hamilton évidemment, voilà, pour revenir au sujet. Voilà. Alors moi j'ai vu Le Fantôme de l'Opéra, j'ai beaucoup aimé, j'ai vu Wicked qui était sur un piédestal avant de voir Hamilton. On a vu Book of Mormon ensemble, Clémence. J'en oublie une ou deux. Mais donc, je suis plutôt client. Bon, Les Misérables, évidemment. En anglais, hein, je préfère. D'ailleurs, le film, bon, on en pense qu'on veut, mais quand même, sur scène, c'est vraiment une autre tisane. Hein, c'est vraiment vachement bien.
Voilà, c'est Rien à mon dire. intervention. Merci d'être venu. Mais, je peux y aller. Et bon, question suivante, justement, au niveau rap, est-ce que vous aviez des atomes crochus ou pas du tout? Sylvestre, garde la parole. J'attends, j'ai vu que tu as pris un amende. Non, moi je suis la personne la plus blanche que tu peux imaginer. Non, niveau rap, à part les trucs les plus grand public, c'est pas du tout. Mais je trouve qu'Hamilton, c'est pas que ça. Il y a du rap et tout est chanté, mais ça fait appel aussi à des grands thèmes avec des leitmotivs, avec des trucs musicaux dingues qui font référence aux grands classiques de la musique tout court. En fait, il y a un jeu, comme tu disais. Comme tu disais tout à l'heure, sur le chevauchement, sur les phrases, qui est absolument incroyable. Il y a des thèmes, il y a des tubes en fait là-dedans. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des atomes crochus avec le rap, je pense, pour apprécier Hamilton en tout cas. Mais je pense que c'est mieux effectivement si on a du background dans le domaine. On identifie plus les références. Mais à part ça, moi je connais rien du tout en rap. Donc, apparemment, il y en a beaucoup à des références. Apparemment, il y a pas mal d'hommages. Il y a plein d'articles qui les citent, hein, donc on peut vous renvoyer dessus. Je sais que par exemple, quand il dit Only 19 but my mind is older, c'est une référence à Mos Def, je crois. Donc voilà, vous irez voir les trucs. Et de toute façon, même sans que ce soit les lyrics, le simple fait de voir les sœurs Skyler, où tu vois, moi je vois les Destiny Child, hein, très clairement. Ouais. Quand tu vois les cabinet meetings, c'est du 8 Miles, c'est les battles de rap, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a la meilleure des deux mondes, quoi. Océane, toi, je sais que ton compagnon en est friand. Voilà, j'allais le placer, c'était le point Corentin. J'écoute un petit peu quand il en met dans la pièce. Et de temps en temps, il y a une ou deux rappeuses qui passent les mailles du filet, comme Little Sims ou No Name récemment. Après, c'est vrai que j'ai pas mal de lacunes dans ce domaine, mais ça m'a pas empêché d'apprécier Hamilton parce que j'avais suffisamment de connaissances théoriques sur le rap pour comprendre à quoi il faisait référence, et justement, effectivement, les Skylar Sisters, les battles de cabinet, des trucs comme ça, où là, c'est vrai que c'est à mon sens quand même des références un peu grand public. Enfin, on a, à défaut de connaître les chansons, on a l'imagerie des battles de rap, je trouve, avec les Yo Mama de MTV ou quoi. On connaît un petit peu ce type de code physique et chorégraphié. Donc, ça m'a pas empêché outre mesure de me dire c'est cool, et puis c'est du bon rap, quoi. Puis c'est très bien rappé. Bah oui, il a pas pris les branques. Hein. Clémence. Non, je n'avais rien à dire. Le rap, rien à dire. Oui, bon. Non, franchement, le rap, vraiment rien à dire pour le coup. Sans commentaire. Moi, je rappellerai juste que je suis très old school en la matière et qu'on a fait un épisode dans les premiers numéros de cette émission sur l'école du micro d'argent. Voilà, ça vous indiquera à quel point je suis vieux. C'est rien en rap, et j'ai bien aimé l'épisode sur l'école du micro d'argent. Ben voilà, et sinon, depuis, je n'écoute plus de rap. Mais je m'y remets un petit peu. J'ai un neveu qui a 22 ans maintenant. Je me souviens quand il a essayé de te faire écouter des trucs que les jeunes écoutaient de nos jours. PNL. Alors, il y a beaucoup de merde, mais il y avait 2-3 trucs qui... Est-ce qu'il existe une vidéo de ce moment? Parce que j'aimerais bien la mettre en ligne. Je ne crois pas, je suis désolé. Mais je lui demanderai, parce qu'il il est encore plus souvent sur son téléphone que moi, mais je lui demanderai. Est-ce que cette comédie musicale vous a interpellé au point de faire des recherches sur l'histoire? Est-ce que c'était une période qui vous intéressait, ou est-ce que c'est justement Hamilton qui vous a tendu la perche pour que vous vous renseigniez sur elle? Alors, franchement, oui. Le nombre de même après avoir vu la version de Disney+ avec des amis lundi soir dernier, au moment où on enregistre ce podcast, on s'est fait une soirée où on avait maté la comédie musicale avec des amis. Et en sortant dans mon Uber, j'ai regardé tellement d'articles sur qu'est-ce que veut dire le gasp final de Liza. Ah, je l'ai lu aussi celui-là. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire de l'Amérique aujourd'hui, quelle est la référence, l'exactitude historique, justement la controverse sur l'esclavage. J'ai vraiment dévoré tout ce que je pouvais trouver sur Hamilton, déjà pour préparer l'émission d'aujourd'hui, mais aussi parce que je trouve qu'on sort du musical avec un fourmillement dans la tête, où on a besoin de réponses
En fait, on a encore plus besoin de réponses que ne donne le musical qui, pourtant, je trouve, se suffit à lui-même. Mais je trouve que ça ouvre l'appétit sur d'autres questions. Et c'est ça que je trouve assez formidable, c'est que je serais pas étonnée que beaucoup de gens s'intéressent encore plus à l'histoire des pères fondateurs en ayant vu le musical. Et ça, je trouve que c'est une très belle mission je sais pas si c'était le but de Lin-Manuel Miranda, j'ose espérer que oui, un petit peu quand même, mais j'ai l'impression que c'est un musical qui a permis aussi un peu à l'Amérique de réexaminer un petit peu son histoire en mode qu'est-ce qui s'est vraiment passé, c'était quoi la mentalité, et je trouve ça super intéressant. Et j'avais lu un article aussi sur Thomas Jefferson et sa partenaire, donc c'est très rapidement survolé dans le musical, mais effectivement il avait une partenaire esclave, je crois, qu'il avait violée et dont il a eu des enfants. Et ça c'est vraiment survolé 2 secondes dans une des chansons au début du musical. Et ça a porté un peu polémique parce qu'effectivement ils n'ont pas parlé de l'ensemble de l'histoire, mais c'est vrai que ça aurait été un peu compliqué, je pense, de tout faire rentrer, donc c'est pas le point sur lequel j'en veux le plus à Lin-Manuel Miranda. Mais c'était intéressant aussi parce qu'il y avait des histoires purement américaines que en France on parle pas trop, et ça me rappelle un petit peu ce qu'a fait Watchmen avec le massacre de Tulsa, dont on savait pas grand chose, même aux États-Unis ils savaient pas grand chose dessus, en et Europe encore moins, oui. et qui a permis de resituer le massacre dans son époque et de comment 100 ans plus tard on en est arrivé là. Et j'ai l'impression qu'Hamilton c'est aussi un peu cette mission de démystifier certaines figures pour faire prendre conscience qu'elles étaient un peu plus que juste des statues sculptées dans un rocher. Et c'est ça que je trouve assez fascinant. Sauf Washington quand même, parce oui, que sauf Washington. Pour le coup, il est quand même bien sur un piédestal, même dans la comédie musicale. Alors que lui aussi, il avait pas mal de lui tard, aussi, il a quelques petits problèmes lui aussi. C'est failli. Toi, sur la période historique moi, je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que j'ai découvert les chansons dans le désordre déjà, et donc sans avoir le fil narratif d'avoir vu une version filmée. Donc j'appréciais les chansons individuellement finalement, mais j'avais pas leur ordre historique finalement, comment elles s'inséraient dans la continuité historique et il m'a fallu assez longtemps pour les voir toutes dans l'ordre et avoir vraiment l'histoire. Donc finalement l'intérêt historique est venu plus tardivement, mais effectivement moi aussi j'y connaissais rien. Alexandre Hamilton, je savais pas qui c'était avant d'écouter la comédie musicale. Pour ceux qui savent pas, c'est donc un des pères fondateurs et notamment la personne qui a mis en place le Treasury, donc le système financier américain. Toute l'économie américaine. Ouais. Économique américain qui est encore valable de nos jours, donc avec la création de Wall Street, la gestion des banques et de la dette, etc. Donc c'est pas forcément le côté le plus glamour de l'histoire, mais et avant il est extrêmement important malgré tout. Et avant ça, il était l'aide de camp de Washington, donc celui qui écrivait ses discours, son assistant. Ça. Et même la comédie musicale commence sur The $10 Founding Father, qui est une référence sur le fait qu'il est sur le billet de $10. Je n'en savais évidemment rien. Donc, on apprend des choses, forcément. Sylvestre. Alors moi, comme j'aime beaucoup The Patriot avec Mel Gibson, je connais déjà tout ce qu'il y a à savoir sur la Révolution américaine. Donc voilà, j'essaie de capter le degré d'ironie de ta dernière déclaration. C'est un film que j'aime beaucoup, The Patriot. D'accord. Figure-toi, voilà. Mais je l'ai pas revu depuis très longtemps et peut-être que ça a pris un méchant coup de pelle. Bon, dans ceci dit, oui, non, je sais pas trop parce que c'est quand même un sujet très très américain quand même. Et je sais pas à quel point ça peut voir Hamilton. Ça me rappelle en fait un peu un épisode des Simpsons où il y a Ralph qui est amoureux de Lisa et il décide d'avoir le premier rôle dans une comédie musicale de l'école de Springfield où il va jouer George Washington. Et donc, et il joue tellement bien, il émeut toute la classe. Et à la fin, dans le rang du fond, il y a les 3 voyous, les 3 brutes de l'école de Springfield qui sont là, qui sont les larmes aux yeux et qui disent « Oh là là, mais il joue tellement bien, ça me donne envie de me renseigner sur nos pères fondateurs. » Et il y en a un qui se lève et qui fait « Ouais, tous à la bibliothèque. » Et ils s'en vont. Et voilà. Et en fait, en voyant Hamilton, j'ai un peu pensé à ça. Cette façon qu'a l'Amérique de s'emparer toujours s'emparer de son histoire de manière un peu cool en fait. Ça rend les pères fondateurs cool. C'est ça le pitch du truc. C'est chiant, regardez, c'est Hamilton, c'est le mec, c'est un banquier c'est la tête du billet de $10.
Ah oui, bon. Attendez. Hold my beer. Vous allez voir ce que c'est un peu une fois que j'ai mis un peu mes gouttes de génie là-dedans. Voilà, c'est surtout ça. Voilà, donc après, comme tout truc historique, c'est une réinterprétation, et c'est comme on parlait tout à l'heure des erreurs, enfin pas des erreurs, mais plutôt des approximations. Qu'est-ce que tu décides? C'est ce que dit la pièce. Voilà, qu'est-ce que tu décides de mettre dans ton histoire et qu'est-ce que tu décides d'enlever? Voilà, c'est toujours après intéressant de savoir qu'en fait les héros de ta comédie musicale étaient des esclavagistes aussi. C'est intéressant de savoir ça et de savoir ce qui manque, mais pourquoi est-ce qu'il l'a fait, pourquoi est-ce qu'il l'a enlevé? Voilà. Après, je crois qu'Hamilton, c'était un des rares qui s'opposait justement à l'esclavagisme, et c'est ce que dit Eliza dans la chanson finale, c'est qu'elle-même a continué le combat de son mari contre l'esclavage. Après, c'est vrai que une ou deux allusions de plus m'auraient pas forcément dérangé, parce qu'effectivement ça les montre comme des figures cool, alors que ils ont quand même cautionné l'esclavagisme. Ça, c'est pas du tout cool, au contraire. Et je pense que tu aurais parfaitement pu incorporer une ou deux répliques à ce sujet sans pour autant leur enlever leur aura ou leur pertinence dans la pièce. Donc ça, c'est vrai que sur ce coup-là, je peux potentiellement comprendre les critiques qui disent que oui, c'est une apologie des esclavagistes ou quoi. J'irais peut-être pas jusqu'à dire apologie, mais c'est vrai que c'est un choix quand même politique d'inclure ou non si le fait que tes personnages principaux soient des esclavagistes, à mon sens. Mais déjà, il y a un choix politique très très fort dans la pièce, c'est de donner, encore une fois, de donner les rôles principaux à des acteurs et des actrices racisés. Oui, et tout à fait, oui. Imagine, tu prends Omar Sy pour faire De Gaulle. Non, mais tu t'imagines, mais là, déjà, il y a Omar Sy qui va jouer Arsène Lupin bientôt. Mais déjà, attention. Déjà, ça rend les gens fous de faire ça. Alors que c'est un personnage de fiction, à la base, qui est réinventé. Donc, déjà, rien que le fait que Lin-Manuel joue lui-même quelqu'un d'origine portoricaine, joue Alexander Hamilton, c'est comme ça hyper fort. Et après, on peut toujours chipoter en disant lui, il est trop gentil ou il est trop méchant, mais effectivement, Hamilton. Le parti pris de base est complètement fou, en fait, déjà. Après, un autre point historique, par exemple, mais qui finalement est joué comme ça parce que c'est un outil scénaristique, finalement, c'est le roi George, qui est là comme le méchant, avec un M majuscule, mais en fait, il est là pour représenter. À cette époque-là, en vrai, le roi George, il avait pas beaucoup de pouvoir. C'était le Parlement et c'était les chambres des lords qui décidaient. Donc en fait, il est là symboliquement. C'est pas, on représente pas le personnage historique qui, en plus avant qu'il devienne fou, était finalement un monarque plutôt modéré. Et a priori, franchement, il y en a eu des pires. C'est intéressant qu'en plus, à quasiment chacune de ses premières apparitions, il est tout seul sur scène. Comme pour montrer à quel point en fait il est lui-même isolé, qui représente à lui seul une potentielle menace. Et ça que j'ai trouvé assez cool, c'est qu'après il y a effectivement l'apparition de cette danseuse jouée par Ariana DeBose qui fait plusieurs rôles dans la pièce, mais pendant un bon moment, pendant quasiment tout le premier acte, il est vraiment seul à chaque fois. C'est le seul acteur à avoir des soliloques vraiment tout seul. Je pense qu'Aaron Burr a des moments où il parle tout seul, mais il a toujours des danseurs avec lui en arrière-plan, alors que pour le coup, le roi George, il est tout seul. Mais donc, juste pour boucler ce que je disais, effectivement, il représente, du point de vue scénaristique, l'Angleterre et le méchant et le pouvoir et l'Empire entre... Et l'ancien monde. C'est pas le personnage historique du roi George. C'est juste un outil de scénario. Une approximation, là aussi, les gens se plaignent du roi qui n'est pas le leur parmi Hamilton et sa troupe, mais c'est quelqu'un pour incarner justement leur prison du quotidien. Mais et aussi l'Ancien Monde, ne serait-ce que musicalement, parce que là où on a essentiellement du R&B, du rap, lui il arrive pour faire un morceau de pop des années 80 mielleux, avec des paroles qui n'ont rien de mielleuse, mais ça aussi c'était brillant. Moi, c'est une période que j'aimais bien sans la connaître beaucoup. T'as vu The Patriot? J'ai vu The Patriot, mais j'en ai aucun souvenir, je t'avoue. Donc, le dernier des Mohicans. Oui, voilà, un peu plus là. Pour 40. mais par contre, typiquement, c'était une période évoquée dans Assassin's Creed 3. Et donc, alors, ce que fait Assassin's Creed 3 par rapport à Hamilton, c'est vraiment du fast-food. Mais c'était intéressant c'était une peut-être première perche tendue pour des gamins ou même pour des adultes, tu vois, comme moi, qui m'ont dit tiens, c'est vrai que c'est une période que j'aime bien. D'autant que ça a précédé le visionnage d'une série sur John Adams. Turn. Non, John Adams, ça s'appelait. Ah, John Adams. Ouais. Parce que je sais qu'il y avait un truc avec des mini-série, espions c'est ça aussi, Ouais, c'est une mini-série avec Paul Giamatti. Oui.
qui Par joue Tom donc... Hooper. Et voilà, on y revient. Et qui est sympathique pour le contexte. Et Giamatti joue très bien. Donc en fait, je baignais un petit peu là-dedans. Enfin, ça m'intéressait en surface. Et donc quand je retombe là-dessus, j'ai passé un peu comme toi, Océane, quand tu disais qu'après ton visionnage, tu as passé ta soirée sur Wikipédia. Moi, j'ai passé plusieurs soirées pour dire attends, c'était Madison, c'était avant Jefferson? Non, c'était après Jefferson. Bah oui, forcément, parce que dans la comédie musicale, ils en parlent. Donc tu vois, c'était des petites, des petites comme ça, des petits trucs comme ça qui m'avaient replongé dedans. On a commencé à parler des personnages. Quels sont vos favoris? Ah oui, Top 3, je commence à noter. On va te laisser un peu de temps, Clémence. C'est dur. Je pense que Hamilton en tant que tel, c'est à la fois le sujet de la pièce, parce que c'est de lui dont on parle tout du long. Finalement, il chante, il a des vraiment bonnes chansons, mais je pense que mon personnage préféré finalement c'est Aaron Burr, parce que qui est finalement l'antagoniste. Donc c'est pareil, petit récap pour ceux qui voient pas du tout de qui il s'agit. C'était son rival. En gros, c'était son rival, c'est ça, donc un père fondateur également. Au début, ils étaient plutôt amis, et ils ont tous les deux une formation de juriste, donc ils ont été avocats. Ils ont fait la guerre d'indépendance du même côté, mais ils avaient des différends politiques et personnels. Et au fur et à mesure, donc cette rivalité s'est amplifiée finalement jusqu'à ce que... alors là aussi, du coup, la comédie musicale fait des raccourcis avec l'histoire. Donc Burr s'est présenté en tant que candidat à la présidence contre Jefferson. Donc Hamilton, finalement, qui déjà avait quitté la politique à ce moment-là, est sorti de sa réserve pour dire non, votez pas pour lui, votez pour Jefferson, même si je l'aime pas, au moins lui, il a des principes. Voilà. Et dans la comédie musicale, c'est ce qui pousse Burr à demander à le provoquer en duel. À provoquer Hamilton en duel, et donc qui va être fatal à Hamilton. Dans la vraie vie, en fait, il s'est passé encore quelques années. C'est quand Burr s'est présenté pour être sénateur, je crois, de l'État de New York. Et pareil, Hamilton a fait non, votez pas pour lui. Et là, vraiment, ça a été la goutte qui était débordé le vase. Et donc, duel et mort d'Hamilton. Mais donc, là, c'est la comédie musicale qu'on danse. Donc Burr, en fait, c'est vraiment un personnage intéressant parce que c'est le narrateur, en fait. C'est lui qui ouvre la comédie musicale avec la chanson Alexander Hamilton, mais c'est lui qui fait la narration en demandant qui est ce gars qui est monté, et il fait le résumé de l'histoire de la vie d'Hamilton finalement. Et cette première chanson résume. Donc il dit tout jusqu'à la fin. Tout jusqu'à la fin. Donc, And me, I'm the damn fool who shot him. Ouais. Donc il le dit à la fin, c'est moi qui l'ai tué. Et toute la comédie, c'est comment on va en arriver là, mais en même temps, il n'est pas du tout traité de manière monolithique. On voit ses doutes, on voit ses hésitations, on voit sa vie personnelle. Il y a une chanson très émouvante où il chante Burr et Hamilton qui ont eu des enfants à peu près au même moment, où ils chantent pour leurs enfants. Enfin, c'est... mais en fait ils sont le miroir l'un de l'autre, hein. C'est ça, c'est des miroirs, et on comprend sa frustration. Il y a aussi une autre chanson, c'est The Room Where It Happened, où justement, qui est excellente, et où Hamilton justement lui a les doigts dans la politique et réussit, alors que Burr échoue toujours et reste devant la porte fermée à l'extérieur de la pièce où les choses se passent. Et il supporte pas ça, en fait. Il voudrait être dans la pièce où l'histoire se fait, et c'est Hamilton toujours qui lui barre le chemin et qui lui ferme la porte au visage. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est son antagoniste, parce que l'histoire le décrit comme tel, mais en fait ils sont assez peu différents l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'ils ont tous les deux, ils sont bourrés d'ambition, ils ont tous les deux un certain nombre de défauts assez conséquents. Peut-être que, enfin, dans la comédie musicale, Hamilton apparaît comme un peu plus propre quand même, parce qu'il montre un certain nombre de principes, tandis que Burr fait tourne un petit peu sa veste. C'est ça, il est très louvoyant. Pour autant, ils sont, enfin, tu l'as dit, ils ont commencé amis.
avec beaucoup de si, les situations auraient pu être inversées en fait, tu vois, et tu vois que c'est vraiment une progression sur plusieurs années. Et il y a un des premiers reportages ou vidéos YouTube que j'ai vu sur le making of de la série montrait Miranda expliquer que c'est la biographie dont il s'est inspiré pour monter la pièce qui lui a fait dire mais cette histoire c'est une pure histoire de hip-hop de la West Coast avec deux rappeurs qui sont amis et qui en fait à cause de leur arrogance respective en fait finissent par se détester, à se vilipender par fans interposés. Alors ça a beaucoup plus de classe qu'un Boubacaris mais Octogone à l'aéroport. mais en l'occurrence c'est on parle pas trop fort parce qu'il y a des gens qui vont en faire une comédie musicale française et t'imagines non. Obispo est sur le coup avec Elise Moon et Kev Adams si vous vous en rappelez c'est aussi sur internet. C'est ici que vous l'aurez entendu en premier. Mais du coup, c'est aussi mon personnage préféré, Burr, justement parce que en fait, il est fascinant. Bon, c'est aussi parce que c'est, je pense, le plus doué de toute la troupe en fait. Leslie Odom Jr. Ouais. Je pense que c'est le plus Broadway en fait, mais le plus efficace. Enfin, la chanson The World Where It Happens, elle me tue quoi. Mais vos persos à vous Tu es multiplement décéné dans ce podcast. Ouais, je sais. Alors, j'aime aussi beaucoup David Diggs pour sa diction. Ça, je crois que je l'avais dit tout à l'heure. À Sylvestre. Alors, le truc aussi, je sais pas si on en a parlé, mais faut peut-être indiquer que la plupart des acteurs jouent deux rôles aussi. Oui. Le même personnage, par exemple, le Marquis de Lafayette dans l'acte 1, devient Thomas Jefferson dans l'acte 2. Donc on verra plus Lafayette dans le 2 et on voit pas Jefferson dans le 1. Voilà. Et c'est pas le seul, il y en a plusieurs aussi. Il y a l'acteur qui joue le fils d'Hamilton, était avant Samuel Lawrence dans l'acte 1. Enfin voilà, il y a tout ça. Donc voilà, donc c'est difficile pour moi de dire parce que moi j'adore. Enfin comme vous dites, de toute façon, Aaron Burr, il s'en faut de peu pour que la pièce s'appelle Aaron Burr en plus, vu qu'il est quasiment aussi important que lui. Voilà, bon, c'est impossible de trouver un personnage meilleur que les autres tellement ils sont tous fous, même vocalement, les choses qu'ils font, c'est assez incroyable et voilà. Donc j'ai envie de dire quelque chose de différent juste pour pas dire à Aaron Burr comme vous. Donc je sais pas. Aaron Burr, Moi je vais dire le roi George parce que comme ça c'est presque le seul blanc du casting et voilà. Représente. Et c'est Jonathan Groff en plus, il est vraiment extraordinaire. Que j'ai reconnu seulement, en fait on l'a regardé le lendemain de sa mise en ligne sur Disney+, et donc je savais pas que c'était le mec de Mindhunter. De la Reine des Neiges. Aussi. Ah, d'accord. Il joue, je sais plus qui. Comment je sais ça plus comment il s'appelle dans Christophe. La Reine des Neiges. Oui, Christophe, oui. Christophe, le marchand de glace. Pardon. Pardon. T'as pas reconnu sa voix? Pas reconnu sa voix, exactement. Non. Oui. Qui va être à l'affiche de Matrix 4 aussi, ce petit monsieur. Et la Reine des Neiges, c'était un peu avant Hamilton, désolé de te... Oui. Bah, écoute, je suis impardonnable, qu'est-ce que tu veux. Il n'avait pas encore d'enfant, c'est pour ça. Océane moi, je veux dire les Eliza et Angelica. J'aime beaucoup leur relation. Je trouve que c'est un petit îlot de sororité dans des contrées bien masculines. Et ce qui me touche beaucoup, c'est que Angelica, c'est très bien qu'elle pourrait avoir Hamilton, mais par loyauté pour sa sœur, elle ne va pas le faire. Et je trouve que j'adore ce sacrifice, je le trouve vraiment très très beau, parce qu'en plus on n'a pas non plus envie d'assister au malheur d'Eliza. Et je trouve que c'est un des plus beaux dilemmes aussi du musical. C'est le moment où donc il y a la première séquence où avec Helpless, où on a la fameuse rencontre entre Eliza et Hamilton, et ensuite la chanson d'après, mais qui raconte Helpless du point de vue d'Angelica. Rewind. Et je pense que c'est ma transition préférée de la pièce. Au début, je comprenais pas. Et puis en fait, quand j'ai compris que ça revenait en arrière, déjà je trouvais que l'utilisation du temps, justement, du flashback était très intelligente. Et en plus, je trouve qu'Angelica, c'est vraiment un personnage que je trouve limite sous-coté dans Hamilton, parce qu'elle incarne vraiment beaucoup de principes très fermes. Et elle n'hésite pas, elle non plus, à remettre en place Hamilton quand il commet l'impardonnable dans l'acte 2. Et mon MVP, c'est les deux personnages de David Diggs. Et j'avoue que j'aime bien Philippe, parce que je trouve que c'est une victime de l'orgueil de tous ces conflits. Et je trouve qu'il y a une sorte de pureté en lui à l'idée de vouloir défendre son père jusqu'au bout,
kiffé que la scène de sa mort avec le cri de sa mère. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, quoi. Et rien que pour ce moment, je trouve que Philippe, on le voit pas beaucoup, mais je trouve que il marque dans ses apparitions parce que justement, il incarne très bien aussi ce que veut dénoncer Miranda, c'est-à-dire que le fait que toutes ces conflits d'ego au détriment des idéaux, bah ça tue littéralement des gens. Et je trouve que Philippe, c'est vraiment la victime sacrificielle par excellence. Sylvestre, tu voulais réagir? Non, c'était très bien dit. Non, je t'ai vu saisir le micro. Non, il y avait beau. Enfin, c'est vrai que Hamilton, ça parle aussi de violence armée, quoi. Ça parle dès le début de la pièce. Est-ce que il dit dans My Shot, dans le tube de la chanson, il dit est-ce que ce cycle de violence ne durera pas pendant des siècles après, voilà. Et c'est vrai que ça, en creux, ça parle de ça aussi là-dessus. Ouais. Puis oui, Philippe, c'est je regarde mes notes. Anthony Ramos qui joue dans In the Heights. Oui. Qui sera le rôle titre, c'est ça, je crois. Le rôle titre, il était déjà à Broadway là-dessus, donc ouais, lui, il est vraiment incroyable aussi. Mais qu'est-ce qu'on pleure aussi dans ce truc? On rigole. Tu parlais de l'humour de la pièce, mais aussi on pleure pas mal. Hein. Faut être prévenu. Ouais. À la fin, on est un peu par terre. Enfin, moi, le visionnage là sur Disney+, on a beau l'avoir vu une fois en bootleg, enfin, avoir picoré en bootleg et l'avoir vu à Londres sur Disney+, les caméras, les gros plans font beaucoup pour la compréhension de l'ensemble. Et typiquement, ce que tu disais, le fameux flashback là, j'avais compris que c'était un flashback, mais j'avais compris qu'il y avait une relation très très amicale entre Angelica et Alexander, mais j'avais pas percé que en fait non, elle se sacrifiait, elle se dit non, mon rôle c'est pas celui-là, je vais le laisser à ma sœur. Et en plus de ça, elle voit très bien que malgré ça va partir en sucette, parce qu'elle elle comprend très bien le caractère d'Alexander. C'est he will never be satisfied. He will never be satisfied. Et je vais trouver ça encore plus fort du coup. Tout le monde a répondu sur les persos. Je crois que oui. Moi je voulais juste rebondir sur ce que disait Sylvestre. Effectivement, c'est dur parce que déjà il y a le cast, c'est difficile de séparer les personnages des acteurs qui les incarnent. Bon, moi j'ai vu du coup deux versions. Je pense que celle qui va rester dans les mémoires, c'est celle avec le premier casting, c'est celle qui est sur Disney+, parce que c'est le casting original et c'est celui qui a été filmé et qui va être diffusé en large. Et effectivement, David Diggs qui joue le marquis de Lafayette, ultra flamboyant, et ensuite Jefferson, ultra flamboyant aussi. Et, What did I miss? C'est clairement, pour le coup, l'acteur, le rôle est écrit comme ça, mais l'acteur aussi lui donne un peps, c'est une prestance encore plus... Pour les deux rôles, d'ailleurs. Encore plus grande, donc c'est clairement un fan favorite, je dirais. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a un mini reportage qui est arrivé sur Disney+, il y a 1 ou 2 jours, où David Diggs dit que quand on lui a présenté l'idée, il a dit que c'était la plus terrible idée qu'il avait jamais entendue. Et puis finalement, je pense qu'il fait beaucoup pour... vu que c'est un des premiers chanteurs qu'on entend, je pense qu'il fait beaucoup pour le fun, justement, et dans son flow qui est exceptionnel, et dans son jeu, typiquement quand il y a le crieur public qui vient dire non mais faut être gentil avec les Anglais, c'est lui qui pousse Hamilton pour dire vas-y, va l'embêter, vas-y. c'est tout ça qui manque justement à l'audio quand tu fais qu'écouter c'est vrai, oui. Et je pense que ça fait beaucoup. Question encore plus dure, vos chansons préférées. Alors on a déjà parlé de The Room Where It Happens. Bon, je l'ai dit, moi je crois que c'est L'Heure de gloire de Leslie Odom. Moi je vais dire Helpless. Parce que c'est une très belle chanson d'amour. Il y a quelque chose d'encore très très pur, très innocent dedans. C'est vraiment le récit d'un premier amour, et le fait que ce soit chanté d'un point de vue féminin aussi, je trouve ça très très beau, parce que ça montre à quel point elle a une vision très idéalisée des choses, et on le sent aussi dans la musique qui se rapproche peut-être un peu plus déjà aussi un peu de la Britpop que du rap, avec un flow incroyable. Mais j'aime beaucoup parce que c'est vraiment une chanson dont les paroles, on se retrouve dedans. C'est-à-dire qu'on croise la personne qu'on aime et waouh, on est frappé. On sait que c'est foutu, qu'on peut rien faire. Et je sais pas, peut-être que cette chanson m'a dû me marquer personnellement, puisque je l'écoutais beaucoup quand j'ai rencontré mon copain. Donc je dirais Helpless, et je trouve que la mise en scène aussi de la chanson est très très bien. Et que sa réapparition aussi dans le musical après est très très bien amenée,
comme tu le disais tout à l'heure, avec les ponts et tout ça. Et je trouve que c'est une des chansons qui est les mieux réutilisées après dans la pièce. Bah, en plus, elle est complètement transfigurée. Enfin, je pense qu'on peut pas la compter toute seule. Elle fait partie vraiment d'un duo avec Rewind aussi. Oui. Du coup, effectivement, en duo, vraiment, en plus, c'est à la fois un coup de force, à la fois musical et aussi scénaristique. Ouais. Et au niveau de la mise en scène, finalement. Moi, sinon, je dirais... quand même, les premières chansons que j'ai entendues, c'était du coup Alexander Hamilton et puis My Shot, qui est quand même... c'est ça, c'est le duo qui en plus, pareil, c'est les thèmes principaux musicaux qui reviennent après un peu régulièrement dans la comédie musicale. Donc, ouais, My Shot, je dirais. Sylvestre. Autant demander, c'est quoi mon enfant préféré? C'est quoi ton enfant préféré? Je n'en ai pas, donc je ne sais pas. Voilà. Eh ben, écoute, t'as un sourcil pour cette question-là, mais réponds-moi sur l'autre. Non, effectivement, c'est difficile de répondre parce qu'à chaque fois que je leur réécoute la version album, je me dis ah non, mais ça c'est la meilleure chanson, effectivement. Et puis voilà, et c'est tel personnage le meilleur. Voilà, ça change à chaque fois. Et puis en plus, comme vous disiez, ça se répète, il y a des personnages il y a des thèmes d'une chanson qui reviennent plus tard, il y a un personnage qui vient et qui chante son morceau de chanson, qui l'amène dans une autre, donc ça donne l'impression qu'Hamilton, c'est très cliché de dire ce que je vais dire, mais c'est une grande chanson, c'est un grand morceau un peu fractionné, mais c'est vrai que My Shot, donc c'est un tube mais tellement fou, qui te met tout de suite dès le départ, qui te met sur un niveau stratosphérique. Bon, chaque fois que je la réécoute, généralement je fais le ménage en l'écoutant comme ça, je deviens complètement fou et je me transforme en Lin-Manuel Miranda et tout ça. Et je fais voilà, les carreaux sont faits, allez. Not throwing away my shot. Voilà, je prends un accent de rap de plus en plus blanc. Donc ouais, My Shot, je trouve, elle colle des frissons. Voilà. Heureusement que je vous ai pas dit d'en sélectionner qu'une seule parce que moi, voilà, il y en a 14. Non, je vais juste me contenter de dire History as its eyes on you pour la gravité en fait, où là on a un Washington qui est vraiment le sage, tu vois. C'est un peu le daron du musical. Très clairement. Et puis dans le casting, c'était Mufasa Meet. Ouais. D'ailleurs, Simba. Non, Mufasa. Christopher Jackson, c'est Mufasa. Non, en fait, dans le... Ah oui, vas-y. Quand ils ont casté les personnages, ils ont décrit chaque rôle, en fait, en mode... lui, c'est tel chanteur, mais est tel comédien ou tel... D'accord, donc ils ont dit que Washington, c'était un mélange entre Mufasa et je sais plus qui. Je regarde ça. Mais d'après ce que j'ai lu, Christopher Jackson, qui joue Washington, jouait Simba dans Le Roi Lion. Ah bon? Ah d'accord. Oui, mindfuck. Je savais pas qui l'avait interprété, mais j'avais vu qu'il avait joué dans The Lion King. D'ailleurs, quelqu'un a vu The Lion King parce que en français. En français. C'était sympathique. Pour Mais la version française change un peu les paroles à la traduction, donc c'est décevant. C'est pas la traduction qu'on connaît, c'est pas celle du film. Enfin, elle est très proche, mais il y a des choses qui changent, quoi. Et ça, c'est le problème des traductions françaises, en fait. Et sinon, même qu'il y en avait déjà une qui existait. Mais ma préférée, c'est malgré tout de très loin The Battle of Yorktown. C'est quasiment la fin de l'acte 1 en fait. C'est quand la guerre d'indépendance est gagnée. Parce que ça commence presque de manière amusante avec le fameux Immigrants Who Get the Job Done, avec tu vois le high five entre Hamilton et Lafayette. Mais passé ce moment-là, ça y est, l'histoire elle en marche. Il y a une gravité qui est palpable. Il y a la reprise de My Shot qui est chantée par toute l'équipe tous les hommes de Hamilton. Et j'aime beaucoup, ça se passe bien avant, mais j'aime beaucoup le fait que les personnages racontent l'histoire avec un grand H en fait, par leur regard. Et quand tu as Lin-Manuel Miranda qui fait attends, je l'ai noté ça. On my feet the enemy ahead of me. If this is the end of me, at least I have a friend with me. Weapon in my hand, a command, and my man with me. Là aussi, il faut une diction de taré. Mais
tu commences là-dessus, tu fais ok, ça commence bien, et puis après t'as la bataille en elle-même, et t'as le moment où t'as juste les danseurs qui se font le numéro avec les fusils, et passer ce truc-là, donc il y a le fameux anglais qui arrive avec son drapeau blanc, et là ça atteint des summums. J'avais déjà les poils à ce moment-là quand tu sais que c'est fini, et tout le monde le réalise. Not yet. Ouais, et tout le monde monte sur sa petite estrade, et il y a un moment de purement guerrier où en fait t'as tout le monde qui fait we won, et là je devrais pas taper sur la table, et tu vois qui pourrait pleurer, qui pourrait être par terre, mais non, ils exultent littéralement, et ça c'est incroyable, et c'est d'autant plus fort que t'as juste avant à ce moment-là t'as Hamilton qui termine par we got to start a new nation, I have to meet my son, et il le fait, il a la voix qui est en train de se briser, du type ça y est, je vais pouvoir le faire, et ce moment-là, oui, il faut que je parle dans mon micro. C'est la passion. Donc on a, alors sauf toi qui l'a vu directement la pièce et il l'a entendu pour la première fois en une seule fois, quoi. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir la pièce? Alors toi sur Disney+, Océane, t'avais déjà vu le bootleg, cela dit, ouais. Oui, j'avais vu 50% du corps des acteurs. C'était la moitié, mais c'était pas la meilleure moitié. Mais c'était très émouvant parce que je pouvais enfin mettre des expressions, du corps ou quoi que ce soit sur les chansons. Je parlais tout à l'heure du cri de Eliza quand Philippe meurt. Ça c'est typiquement le moment que tu peux pas vivre juste en audio. Il faut vraiment voir le regard d'Eliza qui se rend compte qu'elle a perdu son fils. Il faut voir le deuil, la manière dont elle brûle les lettres d'Hamilton qu'il lui avait envoyées pour la courtiser et qu'elle décide de brûler parce que il l'a fait de cocu. Et vraiment, c'était vraiment très très émouvant. Et je sais que quand on a regardé le musical avec mes amis, pendant le premier acte, on rigolait un petit peu, on se marrait avec le roi George. On se disait ah tiens c'est marrant leur jeu de jambes, parce que parfois ils ont des jeux de jambes assez farfelus. Et à partir du deuxième acte, il y avait un silence de mort et on entendait des reniflements assez souvent, et pourtant certaines des personnes dans la pièce avaient vu le musical à Londres, donc elles savaient à quoi s'attendre, mais ça fonctionnait toujours autant. Et vraiment à la fin il y a eu un silence de 5 minutes après qu'on ait terminé, parce que il fallait encaisser aussi tout le jeu des acteurs. Et en fait dit comme ça, on en parle, on se rend pas trop compte, mais je pense que quand on le regarde, on est habité par leur regard, par leurs gestes, par les gestes d'amour qu'ils ont envers les uns les autres, les gestes d'hostilité aussi, de regret, notamment dans le combat final entre Hamilton et Burr. On voit le geste d'Hamilton qui décide finalement de pas tirer, et bim, il s'est quand même tiré dessus, et on se dit mais avec des scies et tout ça, et je trouve qu'il y a vraiment il y a quelque chose avec le corps de Hamilton, que ils tiennent vraiment leur rôle à bras le corps, et le fait que certains acteurs aient 2 rôles mais arrivent à leur faire des choses différentes dans les gestuels, dans la manière de chanter. C'est des acteurs, donc on devrait s'y attendre, mais je trouve que dans la même pièce, en 2h40, de jouer 2 personnages comme ça, je trouve ça incroyable, quoi. Je trouve que la version filmée permet aussi justement tu parlais du corps, de se rendre compte du travail des danseurs autour, qui sont à la fois donc juste l'ensemble d'accompagnement, mais qui sont aussi finalement un outil scénographique, parce qu'il y a beaucoup d'échanges de lettres par exemple, et donc ils portent les lettres en dansant d'une personne à l'autre, et puis il y a aussi ils murmurent des secrets à l'oreille, et puis il y a évidemment cette danseuse dont tu as donné le nom Ariana Dubost, qui joue plusieurs rôles, et en fait apparemment elle s'appelle dans la pièce The Bullet. C'est ça, parce que c'est elle qui du coup qui tient la balle qui va de Aaron Burr à Hamilton dans la avant-dernière chanson, et à un moment le temps se fige, et donc et là il y a un travail justement de chorégraphie avec tous les, pareil quand il est au cœur de la tempête, et du coup t'as tous les danseurs qui tiennent des meubles, qui portent des meubles, des feuilles qui s'envolent, des choses qui tourbillonnent autour de lui au ralenti, et c'est incroyablement fort en fait, et ça on l'a pas du tout évidemment juste à l'audio, et ça apporte une dimension à la chanson qui
qui est complètement Mais différente. j'ai l'impression que, par exemple, pour tous ceux qui n'ont pas pu voir le musical avec le casting le plus connu, tout le monde découvre Ariana DeBose en ce moment. Moi, Twitter, c'est devenu un Ariana DeBose stan account, littéralement tout le monde, parce que les gens se rendent compte que, sans forcément chanter, il y a quand même des gens sur scène dans Hamilton. Et effectivement, les voix sont très belles, mais Ariana DeBose, c'est d'avoir à tout casser une ligne de chanson quand elle joue Sally, quand elle joue une espionne qui s'appelle Sally. D'accord. Et c'est tout. Et du coup, on se dit, c'est juste une figurante comme une autre, sauf que non. Elle incarne tellement de rôles minuscules qui créent une cohérence finalement sur les 2h40 que c'est un personnage à part entière, mais dont tu peux pas découvrir la subtilité si t'as juste. C'est un peu la main du destin en fait. C'est ça. Ouais, parce que c'est elle qui murmure à George. Non, c'est John Oui. Adams, le nouveau président. Qui? Quoi? Et elle est là très souvent, ouais. Oui. Sylvestre? Non, d'ailleurs, on la retrouvera dans West Side Story de Steven Oui, Spielberg. c'est vrai. Elle joue Anita, je crois. Voilà. Ah, bah, écoute, très bien. Au moins, ce film a une raison de se faire, au moins. Voilà. Juste petite parenthèse, j'ai retrouvé la. Ah oui. Ça, c'est intéressant. Vas-y. C'est amusant du coup le casting, les notes de casting. Donc Aaron Burr, c'est Javert meet Mos Def. Il y a de ça effectivement. Javert, oui. George Washington, c'est John Legend meets ouais. Mufasa. Mulligan, c'est Busta Rhymes meet Donald O'Connor. Je sais pas qui est Donald O'Connor, mais Busta Rhymes, ouais. Chantons sous la pluie, le rouquin, le meilleur pote de D'accord. Gene Kelly, celui qui marche au mur. Ok. Et Madison, c'est RZA, je sais pas comment on prononce, meets Zach from Chorus Line. Je connais pas non plus. King George, c'est Rufus Wainwright meets King Herod in GCS. Je sais pas non plus. Jesus Christ Superstar, non? Probablement oui. Ah bah oui, le roi Hérode, logique. T'en as beaucoup? J'en ai juste 3 d'autres. Peggy Schuller, c'est de Michelle Williams de Destiny Child. Non, pas l'actrice, la chanteuse. Voilà, non, voilà, pas la blanche. Mais les autres étaient déjà castés, donc il n'y a pas eu de raccourci. Mais donc ça, c'est la version officielle finalement de compresser, de résumer les personnages. D'accord. Je comprends mieux l'acteur qui dit c'était vraiment l'idée la plus terrible. Tu vas jouer sur la révolution américaine. Alors Et toi, tu ton me personnage. Tu veux jouer moi pour Lafayette? Ouais. Dis-moi plus, Jefferson. Oui, t'es sûr? Avec des références Disney plus le rap. Et toi, ça, Sylvestre, le fait d'avoir découvert et le son et la vidéo en même temps sur scène, impression? Alors, sur scène, c'est déjà le voir sur Disney+, c'est un confort de vision absolument inégalable parce que quand on dit je l'ai vu sur scène à Londres, on a l'impression que t'es dans une loge avec ton meilleur costume en train de regarder avec des petites jumelles la scène, mais généralement t'es derrière une bande d'anglais avinés qui tape de rire quand le roi George il fait une chanson de référence au Brexit. Donc ça donc t'es pas dans les meilleures conditions du monde. Non, ça effectivement, mais c'est quand même voilà. Après, sur Disney+, c'est incroyable à quel point, comme tu disais, on redécouvre des choses à chaque fois sur l'arrière-plan, sur les danseurs, même sur les acteurs, sur la façon dont ils s'investissent dans leur rôle, que l'actrice qui fait Angelica, là, quand elle chante. Donc c'est Satisfied la deuxième ou c'est la deuxième, voilà. Satisfied. Elle fait quelque chose, mais vraiment, elle te donne envie de pleurer tellement elle va loin. Puis toutes les chansons, dès que Lin Manuel il chante des trucs sur ses enfants, de toute façon, tu sens bien qu'il pense à sa vraie famille en vrai, ou je sais pas, ou alors c'est l'acteur le plus doué du monde parce que vraiment, t'as vraiment l'impression d'y croire. Mais oui, donc je ne peux pas dire mieux que ce que vous avez dit avant sur le bonheur de voir ça. Et c'est pas du tout un podcast sponsorisé par Disney+. Cela dit, tu devrais essayer. Pour avoir un abonnement Disney. On verra à la rentrée. Non, pas grand chose de plus à rajouter moi non plus. Si ce n'est que avant de découvrir cette version-là sur Disney+, ou en live quand on a eu la chance de le voir, est-ce qu'il y a des vidéos sur YouTube que vous avez pris l'habitude de revoir? Est-ce que vous avez votre petit chouchou Non, je revoyais juste en boucle les gifs de Jonathan Groff faire plein de répliques random en King George parce que
En fait, ce que je trouve assez fou avec Jonathan Groff, c'est que on le connaît vraiment. Aujourd'hui, c'est vraiment une star. Il est à l'affiche d'une série de David Fincher. Bon, il avait fait Glee, il avait fait un tas de... C'était qui dans Glee? Dans Glee, c'était Jesse St. James, qui était Oui, c'était un étudiant rival ou un truc comme ça. Un étudiant rival de Blaine et de Kurt. Voilà. D'accord. Tous ces noms, voilà, ok. Mais en gros, voilà, Jonathan Groff, c'est vraiment l'écurie Ryan Murphy au départ. Et du coup, c'était d'autant plus intéressant que moi, je me disais, ah tiens, Hamilton, ah tiens, c'est Jonathan Groff. J'avais l'habitude de le détester dans Glee. Et c'est marrant, mais maintenant, j'adore le détester. En fait, c'est ça le basculement maintenant, c'est qu'il fait des personnages qu'on adore détester. Et je trouve ça fascinant que le mec, il vienne juste pour 3-4 chansons. À chaque fois, en plus, il n'est pas forcément accompagné, donc il doit être seul dans son petit coin, même pendant les répétitions. Et pourtant, il s'y donne quand même à 100%. Et le fandom d'Hamilton l'adore autant que les autres. Et ça, je trouve ça vraiment trop cool. C'est aussi le seul blanc du casting aussi. Oui, c'est ça. Enfin, oui, je crois qu'il doit y avoir 1 ou 2 autres blancs, mais c'est vraiment tout. L'actrice qui fait Peggy Skyler. Non, je crois qu'elle est... Non. Il y a... Non. Par possible. contre, le ce serait bien parce que lanceur d'alerte, il est blanc. D'accord. Voilà. Oui, je crois qu'il y a un danseur, effectivement, qui est... C'est ça. Ils sont tous bien gaulés, les danseurs aussi. Hein. J'ai oublié de le dire tout à l'heure quand vous parliez de danseurs, mais c'est incroyable. Ça fait une heure qu'il se retient. Non, c'est quand vous parliez justement de l'utilité des danseurs dans la scénographie. En fait, je t'ai fait la réflexion quand on a regardé le truc. Alors, non seulement ils sont extrêmement utiles et ils dansent divinement bien, mais en plus, il n'y en a pas un qui est... Bon, voilà. Mais tu m'avais déjà fait la même réflexion quand on l'avait vu à Londres, je crois. C'est possible. Comme quoi. Du coup, est-ce que ça te donne envie de voir plus de captations comme ça ou pas du tout? Parce que moi, je sais que j'avais un petit souci. Alors évidemment, je reconnais le fait qu'il y a plein de gens qui vont voir cette œuvre-là en particulier, qui vont la découvrir et qui vont l'apprécier, qui vont peut-être s'intéresser à l'histoire et aux artistes, etc. Et ça, c'est très bien. Mais je sais pas, c'était peut-être un peu conservateur de ma part en me disant c'est dommage de pas regarder ça sur les planches, et je m'étais fait la même réflexion aussi en me disant c'est dommage qu'on ne la voit pas en salle en fait, cette captation, parce que c'était, comme tu l'avais dit tout à l'heure, c'était le but à la base. C'était prévu pour l'année prochaine, je crois. Ouais. C'est pour ça qu'il n'y a pas de sous-titres sur Disney Plus en France, c'est qu'a priori les sous-titreurs n'ont pas eu le temps de traduire 2h40 de musical en à peine quelques semaines. Et ça peut se comprendre. Donc, oui, en plus, c'est dur à traduire. C'est très dur à traduire. La musicalité, faire quelque chose d'intéressant. Mon ancien colocataire avait comme sujet de mémoire, je crois, de traduire toutes les chansons d'un des actes de la pièce. Elle douillait beaucoup. Parce que du coup, il fallait mélanger. Elle était punie? Non, c'était son mémoire. Elle adore Hamilton. Et du coup, elle avait choisi de faire ça. Mais c'est vrai que c'était très compliqué parce qu'il fallait mélanger l'ancien anglais avec l'argot, et puis les références hip-hop, d'autant plus qu'en sous-titrage t'as aussi des règles de nombre de mots par ligne, aussi. T'as des limites matérielles qui font que tu peux pas juste traduire comme tu le sentirais. Mais pour revenir à ta question initiale, César, en fait je pense que ça empêchera pas les gens d'aller voir Hamilton sur scène. Je pense qu'au contraire ça va les encourager à aller voir Hamilton. On connaît plein de pièces qui ont eu des captations vidéo et ça les a pas empêchés ensuite de continuer à jouer à guichet fermé et d'avoir toujours autant de succès. Je pense que les gens sont capables de comprendre la différence entre une captation vidéo et les émotions que tu ressens dans la salle quand tu as le privilège de pouvoir y accéder, parce que tu habites en Chine ou en Russie, aux États-Unis, ou carrément à New York plus précisément, ton degré de chance de voir Hamilton sur scène dans ta vie, il est quand même très très différent. Surtout à New York, où c'est vrai que les places allaient jusqu'à 1000 $. Mais quand au haut de la Hamilton Mania, il y avait des files d'attente de 1 an pour avoir des places, et ça se vendait à 3 000 € au marché noir. C'était la folie furieuse. Le plus haut prix, sans que ce soit dans le marché noir, je crois que c'était 950 $, quoi, tu vois. Donc ça, et donc ça, en fait, j'avais un de mes anciens patrons qui me dit quand ils ont commencé en dehors de Broadway, c'était quelques dizaines, puis ils sont rapprochés, ils ont augmenté le théâtre, donc forcément ça augmentait, puis au bout d'un moment ils se sont dit à chaque fois qu'on augmente, il y a toujours de la place, donc on va doubler, et ils ont doublé plusieurs fois jusqu'à atteindre 250, 500 et 1000 $, quoi. Et même comme ça. Et du coup,
Il y avait du coup aussi une loterie où tu entrais genre pour 10 € pour une chance de gagner un ticket, tu vois. Parce que sinon, il n'y avait plus de place. On va espérer de voir ça un jour en France en VO. J'y Le crois théâtre moyen. du Châtelet, on croit en vous. Sinon, on fait une version française avec des références de rap français. Genre, César, tu pourrais traduire avec la colloque d'Océane. Tu sais, tu mets des références à IAM et tout, tu vois, à l'école du micro d'argent. 2 petites questions pour conclure. Est-ce que vous avez écouté les mixtapes, donc les albums qui sont sortis après? Pas du tout. Non plus. Et ben, c'est peut-être comme ça que tu peux avoir Corentin en fait. Ok. Parce qu'en fait, il y a quelques reprises, sans plus jouer, juste chanter par. Il y a des guest stars, il y a Alicia Keys, des gens comme ça. Nas, je crois. Et il y a du beau monde. ouais, il y a du même. beau monde. Et il y a quelques réinterprétations à partir d'une ou 2 lyrics. En fait, ils recomposent complètement un morceau. Et je crois que la chanson titre qui est la plus parlante, c'est Immigrants We Get a Job Done, où là, il y a 3-4... Pour le coup, c'est vraiment politique et elle est vraiment forte. Elle est sortie peu de temps après l'élection de Trump. Et, comment il s'appelle? Riz Ahmed. Qui est également qui a une carrière musicale à côté de ça, et donc en fait ils ont pris des rappeurs latinos qui chantent en espagnol, d'autres en anglais, et donc il y a une succession de trucs, et ils ont composé celui-là est le morceau marquant en fait pour expliquer ce qu'ils ont voulu faire comme orchestration d'une part, mais aussi changement de parole, etc. Donc c'est très sympa. Tout n'est pas bon, mais globalement il y a un bon truc, et apparemment il y a des chutes de chansons qui ont été écrites mais qui n'ont jamais été utilisées dans la pièce, qui sont sorties dans d'autres albums. Donc là par contre j'ai pas écouté. Qu'est-ce que je voulais dire enfin, et ouais, donc personne n'a écouté. Toi, les mixtapes? Oui, les mixtapes, du coup je t'ai offert le CD, donc on l'a. Oui, mais qu'est-ce que t'en penses? C'est ça, c'est ce que tu disais, il y en a quelques-unes qui sont très bonnes. Et puis il y a des choses qui sont un peu plus tâcheronnes, qui ont pas forcément grand intérêt, c'est juste des reprises plus ou moins inspirées. Mais Immigrants, elle est vraiment bonne, et il y en a 2-3 comme ça qui valent vraiment le détour. Et on a évoqué ça tout à l'heure, mais du coup avec tout ça, je suppose qu'on est tous un poil intéressés par In the Heights qui sort l'an prochain. Oui, non, peut-être. Je crois que le titre en français, c'est D'où l'on vient. Oui. D'accord. Ça peut changer. Ce serait pas mal. Non, en même temps, c'est pas si... Bon, oui. Mais du coup, est-ce qu'ils vont traduire toutes les chansons, ou ils vont sous-titrer? Ils vont faire ça à la... Ils ont 1 an pour réfléchir. Ouais, ils ont 1 an. Non, je pense qu'ils vont sous-titrer, même pour le français. Ça dépend, parce que par exemple, en fait, toutes les comédies musicales qui sont adaptées au théâtre Mogador, elles sont traduites. Non, mais ça, c'est un choix Ah oui, Mogador. mais là, c'est un choix artistique. C'est au cinéma, là, en fait. Oui, mais c'est au cinéma, mais enfin, on a une traduction quand même, de traduire même les chansons en français, tous les Disney, justement. Ah oui. Par exemple. Oui. Je sais pas, mais je les vois mal je les vois mal tout traduire, on est d'accord. Je veux pas. Je suis pas d'accord. Sauf avec quelqu'un d'extrêmement talentueux et d'extrêmement doué qui arrive à transformer ça en l'adaptant, mais ça semble, c'est tellement le phrasé utilise tellement les ressources de la langue anglaise. En plus, comment tu veux traduire my shot? C'est mon tir. Je ne vais pas gâcher mon tir. Mon coup. Non, et puis en y repensant, ils n'ont pas traduit Les Misérables, qui était le film, alors que pour le coup, il y a un livret français qui existe. Donc, effectivement. Bon, quelque chose à ajouter? Oui, je voulais juste rajouter un truc sur Hamilton qui me plaît beaucoup, c'est la notion aussi d'héritage. J'avais lu un article très intéressant sur la manière dont Eliza, successivement entrée dans l'histoire avec Hamilton, tentait de s'en affranchir avant d'y retourner après le décès de Philippe et après la mort de son mari. Et j'avais trouvé un article vraiment très touchant sur la manière qu'elle a de perpétrer justement les idéaux de son mari et de les raconter. Et j'ai envie de rendre hommage à mon ami Renaud, qui a sa petite théorie sur le gasp final d'Eliza. Je crois que vous avez la même que Clem, vas-y. Voilà. Est-ce que c'est un spoiler ou pas? Non. Pas tellement. C'est plus... non, c'est pas tellement. Enfin, après, bon, là, on a un peu spoilé quand même. Ouais. Alors, à la fin, il y a Hamilton qui meurt. Désolé. Mais non. Et
lui, son interprétation, c'est que durant toute sa vie, Eliza a consacré donc ses combats à continuer les combats de son mari. Et que en fait, quand elle gaspe, c'est qu'elle se rend compte que ces combats ont tellement fonctionné qu'elle voit un public devant elle en train de regarder l'histoire de son mari. Et ce gasp, ce serait la stupeur de voir que des gens s'intéressent à l'histoire de son mari et à l'histoire qu'elle a elle-même écrite et qui du coup a perduré durant des siècles. Et je trouve cette interprétation très belle et je pense que je vais adopter celle de mon ami Renaud. Ce qui serait assez raccord finalement avec l'aspect méta dont on parlait tout à l'heure et le franchissement finalement du 4e mur entre on raconte une histoire et finalement elle l'a raconté en tant que personnage historique et là en tant qu'actrice sur scène le personnage et l'actrice se rejoignent et découvrent finalement que l'histoire a été entendue. Ouais. J'aime bien cette théorie aussi. Voilà. Validé. Bon. Headcanon accepted. On se fait un mini quiz pour terminer. Un quiz, oui. Un jeu. Oui. Tant qu'on chante pas, moi tout va bien. Non, je vais pas vous Moi je demander peux ça. me meumer. Non. Me meumer. D'autant que j'étais Comme l'âne dans Shrek. D'autant que j'étais un peu fainéant. J'ai pas eu beaucoup de temps pour y penser, donc j'ai honteusement repompé quelques questions d'un quiz que j'ai trouvé sur internet, sur grizzly.com. Voilà. L'originalité, c'est que c'est pas un quiz centré sur Hamilton la pièce, mais sur Hamilton la figure historique. Donc, plus que après, si vous connaissez bien le musical, vous devriez connaître au moins certaines des réponses. Ça vous va ? Allez, go. Vas-y. Vous donnez votre nom pour vous répondre et si vous voulez, j'ai des propositions. Bon, je passe celle sur le billet de banque sur lequel il est, on y est revenu plusieurs fois. Qui finança l'éducation d'Alexander en l'envoyant notamment à New York ? Est-ce que c'est les Français ? Est-ce que ce sont les notables de sa ville ou est-ce que c'est Washington lui-même ? C'est les notables de sa ville qui sont cotisés. C'est ça, mais normalement Clémence. tu dois donner ton nom. Je voulais dire les Français. Je sais pas pourquoi. Il y avait peut-être des notables français, cela dit. Mais en gros, oui, apparemment, âgé de 11 ans, il a fait un petit peu de journalisme en décrivant les ravages qu'a fait une tempête. Et sa lettre avait été publiée. Il avait commencé à faire parler de lui comme ça. Et donc, il y a certains notables qui se sont dit en fait, on a un diamant brut là. On va s'occuper de lui. Ils se sont cotisés pour lui offrir une éducation. Au XVIIIe siècle, tu pouvais gagner ta vie en tant que journaliste. C'est quand même une drôle d'époque. À 11 ans, qui plus est. C'était le monde d'avant. Quel était le surnom d'Hamilton lorsqu'il était l'aide de camp de Washington ? J'ai des propositions là aussi, si vous voulez. Je crois que je sais, c'était Tomcat, je pense. Oui et non, c'est ça. Parce qu'en fait, Martha Washington a nommé son chat, donc son Tomcat, comme lui. Et du coup, ils l'ont affublé du petit nom de Petit Lion. Voilà. D'accord. Ouais. Il en parle dans la pièce. Oui, tout à fait. Il l'évoque quand Haber justement parle du Tomcat justement de Madame Washington. Sinon, les autres propositions faites par le site, c'est Maverick et le marteau. J'ai bien aimé celle-là parce que ça pouvait coller aussi à force de non, je vais garder la parole, regarde. Tiens, mes arguments, tu les entends. Et Maverick, c'est une autre franchise. Oui, mais bon. Il faut pas... Un peu en avance sur son temps, ce quiz. Avec James Madison et John Jay, Hamilton est l'auteur des Federalist Papers, dont on parle dans la comédie musicale. Ils ont été publiés anonymement dans la presse pour défendre la Constitution, mais combien y en a-t-il eu ? 29, 51, 85. Moi, 51. Et non. 85. Et ouais. Hamilton en a écrit 51. C'est ça. Ah, mais ouais, mais je me Hamilton suis fait piéger, wrote là, the other aussi. Oui, dans la 51. chanson, il dit que Hamilton en a écrit plus de la moitié. C'est ça. Oui. Jay en a eu marre au bout de 5, Madison a écrit 29 et Hamilton wrote Non, the pas other 51. Madison. Si, c'est Madison. C'est Madison ? Si, ouais. Ah Ils bon. étaient... justement, c'est ma question suivante. Madison, encore lui, justement. D'abord allié d'Hamilton, ils ont fini par être quasiment ennemis. Et est-ce que vous savez... Alors, je crois pas que c'était dans la pièce. Vous n'allez pas déjà quel est nous leur principal point Il de est l'heure divergence de jouer. J'avais 2-3 questions à vous poser. Parce que vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs. Ça Vous va avez être des super marrant. propositions, si vous voulez. Alors, soit Madison voulait une séparation de l'Église et de l'État,
soit Hamilton voulait abolir l'esclavage, ou alors Hamilton voulait que les présidents et les sénateurs soient élus à vie. C'est la dernière. C'est ça ? Ouais. C'est ça. Et Madison n'était pas d'accord parce que ça revenait à il avait faire bien une raison. espèce de parodie de royauté, ce contre quoi il se battait. Et effectivement, bon, il n'avait pas que des bonnes idées, hein, Hamilton. le père Alexander. Rends l'argent. Mais justement, il n'a pas touché dedans. Hein. Il y a une chanson là-dessus. Et autre question, à laquelle la pièce ne donne pas d'informations. Quel journal Hamilton a-t-il lancé ? Moi, je sais. Vas-y. C'est le New York Times, non ? Non. Et non. Les autres ? C'était les propositions. C'est soit le Washington Post, soit le New York Post. Alors, c'est ça. New York Post. moi, moi j'aurais bien aimé que ça soit le Washington Post, Non. parce que là ça aurait été le mindfuck le plus total avec, désolé. avec les hommes du président et les Pentagon Papers, hein, ça aurait été vraiment T'aurais aimé, hein. là j'aurais bien aimé. Tu veux pas changer ? Non, parce que en fait, il a lancé ce journal à l'époque, il s'appelait le New York Evening Post. Et c'était un journal plutôt respectable avant que Rupert Murdoch ne passe par là. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote. Et c'est comme ça qu'on conclut la séquence culture et ce podcast. Moi, j'ai juste une anecdote sur Aaron Burr, qui du coup a été poursuivi par Hamilton au-delà de la tombe, puisque en fait, donc après avoir tué Hamilton, il est parti il est en fuite, en exil. Il est revenu en Amérique des années après, et la femme avec qui il était marié a demandé le divorce. L'avocat de cette femme était Alexander Hamilton Jr., donc un des 3 fils d'Hamilton. Et Burr a fini par mourir le jour où le divorce a été prononcé. Eh ouais. Franchement, ça aurait été un drama incroyable pour le musical. Je comprends qu'ils aient voulu en terminer avec Eliza, mais ça aurait pu faire un appendice assez rigolo. C'est marrant parce que c'était l'autre anecdote aussi que tu racontais là, sur le fait qu'il soit affronté la deuxième fois, c'est la deuxième fois qu'a provoqué le duel quand Hamilton s'est posé une fois de trop. Tu te dis que en fait, s'ils avaient mis ce qui s'était vraiment passé, on aurait dit non mais c'est trop gros là en fait, personne n'y croira. Ah d'accord, je vais enlever des trucs. C'est dingue. Mais tu m'as fait très peur quand t'as dit ils se sont poursuivis au-delà de la tombe. Je me suis dit merde, Lin-Manuel va faire une suite avec des zombies. Ah non, non mais fais pas ça. Disney, non, faut pas faire de deux, faut arrêter. Non mais il peut faire un coda avec Alexandre Junior justement pour le coup. Oui parce qu'en fait on voit que Philippe dans la pièce. À un moment on dit qu'il a aussi une fille, mais c'est ça. Et puis au moment il dit qu'il emmène les enfants sans précision à l'église, mais donc en fait il avait en tout 3 fils et 2 filles, je crois. Et ouais. Bon, je suppose qu'on conseille tous le visionnage, évidemment, ou au moins l'écoute des albums. Ah oui. Le visionnage, je pense. Hein. Ça serait bien parce que j'ai un peu l'impression, alors peut-être que je me trompe complètement, mais qu'en France, on n'a vraiment pas grand-chose à faire d'Hamilton. J'ai l'impression que c'est un truc vraiment extrêmement américain, en tout cas anglo-saxon. Surtout qu'il n'y a pas de sous-titres français. Et autant il y a les abonnements Disney+, qui ont explosé le week-end de diffusion, le week-end du 4 juillet quand ils ont diffusé Hamilton. Mais en France, j'ai l'impression qu'on n'était vraiment pas grand monde à regarder ça ou à s'y intéresser. Après, il faut aussi pas oublier que du coup, comme il n'y avait pas de sous-titres français, ça a pu freiner une grosse partie des gens. Nous, ça va, on a de la chance, on est quand même assez bilingue dans l'ensemble. On peut avoir des sous-titres anglais, voire pas de sous-titres du tout. Mais il faut pas oublier que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et je pense que peut-être il y aura un regain d'intérêt en France quand il y aura les sous-titres français. Donc il n'y a plus qu'à espérer que Disney France planche actuellement dessus pour pouvoir accélérer au plus vite la petite hype française d'Hamilton. Après, je me dis que on a tous écouté de la musique en langue anglaise, on a tous regardé les lyrics et donc regardé des sous-titres en anglais. Mais là, il y a du dialogue quand même. Ouais, mais je veux dire le jeu d'acteur, les mimiques, la gestuelle racontent aussi beaucoup de choses, tu vois. Donc je me dis qu'il y a peut-être matière à comprendre l'ensemble. Hein. Enfin, j'espère. Mais ouais, pour répondre à ta question, Sylvestre, le seul truc, c'est qu'à la sortie, le jour de sortie, c'était le 3, donc la veille
de la fête nationale américaine où j'ai juste vu quelques tweets pour dire c'est con, il n'y a pas de sous-titres, c'est n'importe quoi, mais j'ai pas vu plus de choses que ça, quoi. Donc on a fait ce podcast aussi pour ça, pour essayer de convaincre les gens de se pencher sur cette très 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 belle œuvre d'art. Donc, qui a reçu le prix Pulitzer. Oui, c'est vrai en plus, et à l'époque, tous les Tony's Awards possibles imaginables, donc les Oscars de la comédie musicale, hein, donc faut vraiment... Et puis de toute façon, il suffit de jeter un œil sur YouTube, sur les nombreuses vidéos qui existent. Regardez justement celle des Tony's Awards de 2016, hein, si vous voulez avoir un ça, ou les aperçu, vidéos de la mise en blanche, ils sont pas en costume, mais déjà ça donne une bonne idée, je Tout à trouve. fait, ouais. C'est marrant parce qu'on voit le avant-après. Sur la première version de la Maison Blanche, il avait pas de cernes. Et puis sur la deuxième, il est au bout de sa vie, il a l'air épuisé. Merci les amis, c'était sympa pour ce numéro un peu spécial. de Merci vous avoir. beaucoup. On termine par la séquence d'autopromo habituelle, hein, donc n'hésitez pas. Est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que vous avez une actu? Tout ça, un réseau social à mettre en avant. Sylvestre. Première.fr, un site internet, un magazine tous les mois dans votre boîte aux lettres, un MOOC tous les 3 mois consacré aux grands classiques du cinéma évidemment. Voilà, c'est déjà pas mal. Et un MOOC en fin d'année, on en parle ou pas, toi? Bah oui, c'est public. Hein, Dune, tout ça. Hein, Ah oui, ça je fais une petite main là-dessus. Je Oui, collabore mais vraiment très très lointainement. C'est des personnes plus talentueuses que moi qui s'en occupent. Moi, je suis vraiment une note de bas de page. Néanmoins, tu auras donc quelques articles. Ouais, dans parce ce qu'on MOOC. espère qu'il y a Dune qui va sortir au cinéma et ça va être le meilleur film de l'année avec une musique de Hans Zimmer. Voilà, donc je vois que le off ne te suffit pas, il fallait que tu poursuives le combat. Non, je peux en rajouter avec à l'automne, en novembre, c'est ça, si tout va bien, la sortie d'un MOOC consacré à Dune et à toutes ses déclinaisons, qu'elles soient cinématographiques, séries, télé, romans, bouquins, BD, avec tout un tas de gens très talentueux qui écrivent dedans. Et notamment toi, donc. Et si vous n'avez pas pu participer au financement participatif, ça se retrouvera en librairie. Océane. Alors moi je suis en pleine préparation d'un épisode du My Adaptation Club consacré à Denis Villeneuve où on va revenir sur voilà Super transition. C'était le but, c'était de créer un petit peu de faire monter un peu la pression avant Dune. Donc on va revenir sur 3 films de Denis Villeneuve qui sont des adaptations. Donc Incendie inspiré d'une pièce de théâtre, Ennemi inspiré d'un roman et Arrival inspiré d'une nouvelle. Donc c'est 3 médiums différents que Villeneuve a adaptés. Et du coup on enregistre ça donc quelques jours et sortie prévue à la mi-juillet. Et sinon, de temps en temps, cet été sur France Inter... Je te coupe pour te dire que ce sera certainement déjà en ligne par rapport à la mise en ligne de aussi. cette propre émission-là. Je pense aussi, voilà. mais on sait jamais. Et sinon, cet été, je vais faire de temps en temps coucou chez un France Inter, dans l'émission Blockbusters de Frédéric Segrist. Donc je suis passée pour La Planète des Singes. Quelques heures avant de faire Hamilton, j'ai enregistré l'épisode sur les Spice Girls. Normalement, je vais y retourner fin juillet pour les Lego, donc ça va être rigolo de parler de plein de petites briques. Et il va y avoir une rediffusion de l'épisode consacré à Walking Dead auquel j'avais participé aussi. D'accord. C'est plutôt sympa. Tu te multiplies sur les ondes de la radio en plus de celles des podcasts. Donc. Voilà. Clémence. Moi, pas beaucoup d'actualités. Éventuellement, vous pouvez me retrouver sur Art of Clem, Instagram ou Facebook, où il y a mes illustrations qui sont publiées, même si j'avoue que en ce moment, le rythme n'est pas très important. On te retrouve au prochain Inktober. C'est ça. Rendez-vous en octobre. En octobre. Oh, t'es fatigué. Il est temps. Tu vas pouvoir te coucher. Ad Cesba ou pas trop vieux de mon côté. Vous connaissez la rengaine. Hein. Rendez-vous sur Apple Podcast pour une petite note et un petit commentaire si vous appréciez l'émission. On tente de faire le prochain numéro durant l'été. Il portera sur le film The Thing, donc comme on avait déjà précisé la dernière fois avant que Hamilton ne bouscule ce programme. On espère que ce petit hors-série donc vous plaira et vous nous dites ce que vous en pensez, hein, si c'est le cas. Dites-nous si vous découvrez la captation sur Disney+ à la suite de cette écoute, ça nous fera plaisir. Merci beaucoup Océane, Clément, Sylvestre, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci pour César. le couscous et les tartes au citron aussi qui ont précédé l'enregistrement de ce podcast. C'était très sympa. Ouais, merci pour l'accueil. C'était un plaisir. Gros bisous, bon été à tous. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir.
Du coup, je l'ai eu dans la tête pendant plusieurs jours. C'est marrant. Depuis qu'on a écouté Hamilton, je l'ai dans la tête tous les jours. C'était quelle chanson cette nuit? Je sais plus. Enfin bref, le matin, je me lève, j'en ai une dans la tête. Non, mais ce qui était bien, c'est que moi j'ai souvent un truc en me couchant et qui me reste en tête une bonne heure avant que j'arrive à m'endormir. Et ces derniers temps, c'était pas forcément les évidentes, quoi. Tu vois, c'était varié, quoi. J'étais content. Justement, une fois, je faisais le ménage tout seul et je me suis dit, tiens, je vais l'écouter en random pour casser un peu, justement, pour écouter des chansons que j'aime pas écouter. Puis je le mets, puis vraiment la première que c'est celle de la fin, quoi, en fait. Voilà, donc je suis là, mais ça vaut pas du tout la pêche pour aller récupérer les chiottes. On va mettre autre chose là. Est-ce que j'enregistre? Oui, c'est parfait.